Bienvenue. Pendant qu'au niveau des Antilles françaises, on parle d'une série d'ouragans. Après Irma, c'est l'ouragan Maria qui se dirige maintenant vers la Guadeloupe en passant par l'île de la Martinique. Mais là, c'est une catastrophe bien naturelle que les Antillais n'ont pas bien cherché. Pour le cas du Cameroun, il s'agit de quelque chose qui était programmé pour arriver par la faute de l'incurie des dirigeants au bout d'une trentaine d'années. On se rapproche peut-être bientôt de l'apocalypse. Le déluge entre Douala et Yaoundé est pratiquement coupé de la circulation depuis hier. Les autorités ont, semble-t-il, fait feu de tout bois pour travailler toute la nuit afin de remettre les choses en ordre. On va y revenir tout à l'heure dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Bienvenue, madame, monsieur, puisqu'il s'agit de reconnaître que nous sommes bien plongés là dans des situations qui nous ramènent à l'impasse. L'impasse au niveau du réseau routier. Voici le Zénith, émission d'utilité publique avec l'ensemble du panel. Charles Hamel, bienvenue. Bonjour Sam Sévérango, bonjour aux délégués de la communauté urbaine de Douala, Friston Antonin, bonjour à monsieur le maire de Douala 5e, Gustave Ebanda, bonjour à monsieur le sous-préfet de l'arrondissement, bonjour aussi au commissaire du 10e, tout va bien à Makepe, viol, agression, braquage, oui, braquage de ce côté, on ne dort plus à Makepe, Makepe, Marie, lumière, ça ne va pas, que faites-vous? Voilà, on va avoir une pensée également à notre tour pour le sous-préfet de Yaoundé 2e, voilà, qui a eu la bonne idée d'interdire la conférence de presse d'un groupement de transporteurs amené par le sieur Jean-Colin Ndefo-Sokan. Aujourd'hui, la menace plane à nouveau sur ce cas-là. On va en reparler sans doute très prochainement, puisqu'on parle de réduire l'effet du carburant à la pompe et à la date du 25, si rien n'est fait, tout pourrait être également paralysé de la part des transporteurs. Bonjour à vous, Megui. Bonjour Sam Sévérin et bonjour chers téléspectateurs. Un réel plaisir d'être avec vous ce matin dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Beaucoup de choses à se dire encore. On va parler de la crise anglophone, notamment des avocats qui seraient menacés par les activistes. On va parler de l'affaissement de la route tel que l'a dit Sam Sévérin au niveau des Bombay et également de cette dame qui décède en pleine séance de délivrance. Comment ça se fait? On en saura un peu plus dans quelques minutes. Il y a aussi que très tôt ce matin, on nous a signalé à Douala devant les bureaux de l'immeuble siège de la Camerounaise des Eaux, donc un mouvement assez sérieux de la part de syndicalistes, Mbombok Bengan, qui voudraient voir pris en compte leurs droits syndicaux. Ils ont même tenté de simuler, menacé de simuler. Ce sont des nouvelles tristes de chez nous. Bonjour. Bonjour Sam, effectivement, c'est à peu près un an jour pour jour. Lorsque le président de la République était à Genève, lorsqu'il a eu Magnaï et Zeka, il est à l'étranger encore lorsqu'il y a eu Bamenjou, l'effondrement, lorsqu'il y a menace de grève à la Camerounaise des Eaux et également pour les transporteurs, mais davantage encore la nationale numéro 3 qui s'est encore effondrée. Tout ça c'est derrière lui, alors que lui, il est bien aux Nations Unies pour montrer que le Cameroun se porte bien. C'est voilà, le Cameroun va effectivement très bien, monsieur le président. Très bien. Parmi les choses qui sont difficiles à comprendre dans la gestion du Cameroun aujourd'hui, la gestion portuaire, on parlera donc du management, des contraintes du maillon portuaire tout à l'heure avec un spécialiste de cette question. Le temps donc de commencer par l'histoire du jour qui, elle, va concerner une dame qui est en souffrance. C'est le cas de plusieurs femmes qui sont délaissées, abandonnées par des maris qui ne se rappellent plus des bons moments qu'ils ont traversés en tout début. Voici Tendance. Bonjour, bienvenue. Le jour n'est pas bon de mon côté, Sam, chers téléspectateurs. Même ma voix, même quand vous entendez ma voix, vous savez que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Tendez vos tympans parce que je ne suis pas tranquille dans ma tête. Scandale, même pas, je ne peux même pas appeler ça scandale. Mépris au quartier Lopom. Une femme qui vit le martyr. Son mari veut qu'elle meure. Parce que de la manière qu'elle m'a parlé, ça, je suis restée comme ça, j'ai eu la chair de poule. Tu vois, j'ai souvent l'habitude de parler, mais aujourd'hui je parle un peu, les mots ne viennent même plus parce qu'elle a coulé ses larmes. J'ai vu une femme abattue, elle a pleuré, elle me dit, Tendance, je fais comment? Comment est-ce que je vais faire? Dis-moi comment me comporter. Au départ, il y avait l'amour. Depuis que monsieur a pris une deuxième femme, l'amour a disparu. Elle dit qu'elle a connu son mari, ils ont souffert ensemble. Chercher ensemble, monsieur a commencé à aller en Europe.
C'est vrai que l'argent rend orgueilleux ensemble. Ah, l'argent, c'est le... Que depuis que son mari a eu l'argent, le monsieur a changé. Femme au foyer, mariée officiellement. Mais sauf qu'elle n'est plus en sécurité. Elle est privée sexuellement. Plus de rapports sexuels. Plus de petits câlins. Plus de bébés, je t'aime. Non, elle ne vit plus de ça. Et son mari a construit le premier étage. Elle vit en bas. La deuxième femme vit en haut. Donc elle a montré sa place. Voilà ce qu'elle m'a dit. Que mon mari a construit l'immeuble. Je vis en bas. La première vit en haut. Ça ne me dérange pas. Mais sauf que même qu'elle dit à son mari que on fait comme il dit, commandant de brigade, ça ne rentre pas dans ma tête. Donc, devant son mari, elle est comme la peste. Ils ont les enfants. Le premier garçon est grand. Il a entre 15 ou 16 ans. Elle me dit, Tendance, tu te rends compte que je passe des nuits blanches, que j'appelle un homme, il me dit, fais ce que tu veux. Il mange même par accident. Quand il rassure, quand il dit, ouais, ben, tu ne manges pas, il goûte. Quand il finit de goûter, il part. Il va rester chez la deuxième. Donc, elle est là. Pardon, elle dit qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Parce qu'elle demande le divorce. Le monsieur dit qu'il n'y aura pas de divorce. Quelqu'un lui dit qu'il n'y a pas de divorce, il n'y a pas l'amour qui passe dedans. Vous ne faites pas l'amour, mais il refuse le divorce. Merci Tendance. On va faire le tour de table, Charles Hamel. On commence par vous. Est-ce qu'on peut, dans un tel cas de figure, demander à ce que le monsieur puisse accorder le divorce à cette dame, finalement, qui vit le martyr, comme le rappelle Tendance? Alors, Sam, hier, nous débattions d'une affaire assez particulière. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une autre histoire. Voilà une femme qui a vécu avec un homme. Et voilà cet homme qui, du fait d'avoir découvert ou peut-être avoir eu un peu d'argent, se retrouve malencontreusement à faire souffrir cette femme. Moi, j'aimerais plutôt qu'on interroge l'origine de sa richesse. Est-ce que sa richesse ne viendrait pas de cette femme? Parce que c'est facile de condamner. C'est facile. Qui vous dit que cet homme même est riche? Qui vous dit que ce n'est pas cette femme qui, n'est-ce pas l'homme qui joue le gigolo auprès de cette femme, qui reçoit tout de cette femme, qui perçoit peut-être les avantages liés à la famille, au fait que la femme appartient, la deuxième femme appartient à une famille bien entière, que la femme soit bien positionnée socialement. L'homme entier, on va dire, est suffisant qui le permet de parler de la deuxième femme. Je parle de la deuxième femme. Oui, mais parce que selon l'histoire de Tendance, dans les coulisses qu'elle nous a raconté, la deuxième femme est entre l'Europe et le Cameroun. C'est justement ce que je suis en train de dire, qu'il y a un rapport, une égalité entre les deux femmes. Parce que si la première avait été située, elle-même avait de quoi vivre de subsistance, je vous assure qu'on ne parlerait pas de ça. Ce serait l'homme qui serait en train de faire les navettes entre le haut et le bas, la gymnastique entre le haut et le bas. Ouais. C'est parce qu'il y a une inégalité, la femme n'a rien. Et l'homme même n'est pas si futé que ça, parce que lui aujourd'hui qui se retrouve à vivre avec cette femme, c'est-à-dire en haut, oublie que tôt ou tard, lorsque la femme va se rendre compte, lorsqu'elle va trouver un nouveau pigeon, elle va s'en aller, elle va l'oublier. Donc il devait créer un rapport d'équilibre, quitte à ce qu'elle s'en aille ou pas, il restera toujours en position. Selon toute vraisemblance, Megui, il n'y a pas d'équilibre du tout, et d'après l'histoire, il semble même que l'homme s'emploie à ce que la femme, la première en question, puisse rester dans une situation de dénuement, c'est-à-dire l'empêchant même, par exemple, de vouloir se rendre très très belle, de vouloir porter des habits sexy. Quand elle veut le faire, monsieur n'est pas du tout content. Or, la deuxième femme a tous les droits, finalement. Là, ça va même contre le principe de la polygamie. Pour ceux qui veulent se lancer dans la polygamie, il faudrait qu'ils sachent quelque chose. C'est que même sur le plan de la loi, quand vous décidez de prendre plusieurs femmes, elles doivent être traitées de la même façon. C'est-à-dire que l'une ne doit pas se sentir lésée par rapport à l'autre. Je dis ce sur tous les plans, financièrement, même sexuellement. Ça veut dire que même quand vous repartissez les jours de nuit, je ne sais pas, ça doit pouvoir être la même chose. Il ne faudrait pas qu'il y ait une qui soit lésée et que ce soit tellement visible tel que nous le décrit cette histoire. Et alors, on parle de cette histoire quand même, c'est des histoires dont on entend parler tout le temps. Ça relève de la méchanceté. Franchement, c'est de la méchanceté. Que vous ayez une femme avec qui vous avez eu des enfants, vous avez partagé beaucoup de choses, qui vous a soutenu, parce que les hommes généralement disent oui, elle est arrivée dans ma vie quand j'avais déjà beaucoup d'argent. Alors vous avez donc cette femme qui est restée avec vous dans des moments de galère. Vous partez en Occident, elle reste vous attendre, elle vous est fidèle, vous revenez, elle est là.
vous revenez avec une autre femme, même si vous avez signé polygamie, il faut quand même faire les choses selon des règles, quand même, et tenir compte de ce que en face de vous, vous avez un être humain qui a des sentiments, qui a un cœur. Parce que beaucoup d'hommes font comme s'ils se disent, ah, c'est la femme, elle va me faire quoi? Je suis l'homme, je fais ce que... Vous dormez dans vos maisons avec des personnes que vous rendez des ennemis. C'est des ennemis. Comment vous attendez à quoi quand vous traitez une femme comme ça? C'est-à-dire qu'on peut être humain, tout ce que vous voulez, mais après il y a le cœur, c'est juste un bout de, je sais pas, de chair, ou je sais pas. Il y a le cœur, on est sensible. Vous avez une femme en haut, vous narguez votre première femme sous les yeux de vos enfants. Parce que les enfants, ils sont petits. Vous pensez qu'ils ne voient pas, mais ils voient toutes les souffrances que vous infligez à vos enfants, à leur maman. Demain, quand ils vont grandir, vous allez dire que, oh, mes enfants, ils sont ingrats, ils sont beaucoup plus collés à leur maman qu'à moi. Et ce ne sont que des garçons, 4 garçons total. total. Ils sont en train de voir ça. Demain, quand ils vont vous rendre l'appareil, vous allez dire qu'ils sont ingrats, alors que c'est tout ce qu'ils ont accumulé qu'ils vont, ils vont vous faire. Bon, Bengane, c'est incompréhensible de la part de l'homme en question, puisque, quelles que soient les raisons, affliger un tel traitement, je rappelle que la femme est d'abord partie, d'après tendance, elle a été obligée de revenir juste pour l'amour de ses enfants. Elle n'est là que pour ses enfants. Et elle a même tenté, d'après l'histoire, aujourd'hui, d'avoir d'autres relations, alors qu'elle a toujours le lien du mariage. Oui, tout à fait, Sam. Non, là, il s'agit d'un mariage polygamie raté, du fait du comportement, permettez l'expression malsain de l'homme. Bon, Megui a utilisé le terme méchant, je pense que c'est ça qui correspond réellement ici. Maintenant, je ne vais plus m'étendre sur ce qu'ils ont développé, je partage tout à fait leur point de vue. Je vais aboutir à ceci. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il faudrait, elle a parlé de l'aspect juridique, je ne connais pas votre code aujourd'hui, je me rappelle du code du mariage traditionnel, qu'elle essaie d'obtenir un procès verbal de la famille et fait constater ce qui se passe. Premièrement, dans le lien du mariage, que ce soit monogamique ou polygamique, il ne faut que le mariage soit consommé. C'est-à-dire qu'au niveau du lit, le devoir du conjugal doit être de manière permanente et surtout lorsque la femme sollicite. Et maintenant, ça fait près d'une année pratiquement. Voilà. Deuxièmement, il faut contribuer, il faut rationner la femme. Même si elle a même l'argent, il faut la rationner. Ces deux faits déjà font qu'au niveau de la famille, on va amener au divorce. Parce que nos magistrats, peut-être ne le font pas assez, ils prêtent serment pour appliquer la loi, pour le droit positif et les coutumes. C'est-à-dire que sur le plan coutumier, une femme vient avec un procès verbal de coutume, on peut engager une procédure de divorce. De la même manière que lorsque le mari meurt, il faut bien un jugement que la famille doit faire un procès verbal de non-remariage pour bénéficier des pensions c'est un principe où le mari travaille. Donc, moi, je limite qu'elle réunisse la famille, qu'elle fasse constater ce qui se passe entre eux et elle engage. Voilà, avant, sur la même tendance. Sam, il y a ce qu'on appelle... Les gens s'amusent ici dehors. Aujourd'hui, vous êtes là, vous riez, vous buvez les champagnes, les caviars, en bon français. Vous savez ce qu'on appelle le poison. Une femme peut aller chercher le poison, même pas pour vouloir te tuer. Peut-être le charme. Que ouais, je vais donner un pas à mon mari pour qu'il peut même me regarder aussi. En donnant, ça te prend la tête. Si elle médite pour toi, son dôme va te prendre, sa malédiction va te prendre. Aujourd'hui, là, elle a les insomnies. Tu t'en fous d'elle. Tu vois plutôt la reine, mais c'est elle qui est ta meilleure blanche aujourd'hui. N'oublie pas que... Elle ne peut pas avoir accès. Il y a des voitures dans le parking, elle n'a pas accès. Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je vais quoi à la femme? Je vais dire à la dame. Non, je vais juste dire à tendance que ce n'est pas la reine-mère. La reine-mère, c'est la première. C'est elle qui est la reine-mère. C'est lui qui me montre alors que c'est la prédestinée. Non, ça veut dire qu'elle est encore fautée là, puisqu'elle ne sait pas encadrer la reine-mère. Oui, c'est la reine-mère. Comme tu la négliges, tu oublies les moments difficiles. Maintenant, quand c'est sucré, où elle ne ressemble plus rien pour toi. Ce que peut te dire ma belle, ma tata chérie, c'est qu'elle parle, tu m'entends. Fais tes prières. Tu t'occupes de tes enfants. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'éducation de tes enfants. Le sexe là, non, oublie ça maintenant. Pour le moment, dans ta tête, oublie. Mais, comme il refuse de signer le divorce, tu dois aussi savoir pourquoi il ne veut pas que vous signiez le divorce. Tu n'es pas son esclave. Je veux la terroriser simplement. Tu sais ce qui veut dire rester avec un homme que quand tu peux embrasser ton gars, tu te rends compte qu'il est plutôt par là-bas. Donc tu lui demandes de rester stoïque et de prier. Oui, mets tes genoux au sol. Ça veut dire que la prière va faire quoi? Ça va faire.
Je vais t'accompagner dans les prières. Je t'appelle la propre. Prier dans l'optique de lui ramener son mari. On va partir à la cathédrale à midi. Ok. Charles Hamel, on termine. Oui. Alors, moi, je doute fort que cet homme n'aime pas cette femme. Je doute fort qu'il n'aime pas cette femme. Il aime cette femme, mais il est sous le contrôle de l'autre femme. Parce qu'un homme qui n'aime pas, Non, il aurait libéré. sous l'influence. De l'autre. Si c'est pas matériel, c'est magique. C'est magique. L'autre femme ne vit pas permanemment. Qu'elle n'est pas là, il n'a pas le temps de Je le dis faire. que si c'est pas matériel, c'est comme l'a dit Mbabok, c'est magique. Mais je dis, Ok. un homme qui n'a véritablement pas, vraiment, il va se libérer de la femme. C'est un fardeau, c'est un gros Il y a des enfants, Charles. Il va se libérer. La preuve, il s'occupe de ses enfants. C'est de la femme dont il ne s'occupe pas, il s'occupe de ses enfants. Tout à fait. C'est pas de la femme. Elle est partie. Lorsqu'elle est partie, rassurez-vous, il n'est pas allé la chercher. On a bien pensé qu'elle est partie, elle est revenue d'elle-même. Elle est revenue d'elle-même pour l'amour de ses enfants, dont il s'occupe. Et là, je profite pour lancer un appel, Sam Sévérin, parce que dans 5 ou 10 ans, il y aura une explosion dans ce pays. J'invite les artistes, tous les artistes musiciens, qui contractent 2 mariages. Un mariage en Europe, un mariage au Cameroun. Lorsque ces femmes vont rentrer sur le Cameroun, Monogamique, hein? je dis monogamique, simplement, je vous le dis. Et je lance un défi à tous ces artistes, je peux citer même le nom de certaines femmes. Ils sont tous mariés en Europe. La Ils bigamie. viennent se remarier ici au Cameroun. des bigames. Et ça, il faut le préciser, Sam Sévérin. Si cette femme, son mari, ils ont fait un mariage monogamique, la femme est en droit de porter plainte et d'attaquer ce mariage qui sera nul et nul est fait. Ça, il faut le préciser. Merci. Sam Sévérin. Oui, À côté de ça, il y a les hommes d'affaires. On vous donne le Nombreux hommes d'affaires qui, dans chaque ville où il a une succursale, a une femme. Donc, Sam Sévérin, à la fin, ça finit par rattraper. Mais ça, c'est la réalité de la femme aussi qui est beaucoup plus attirée par l'argent. Tous les hommes qui ont de l'argent, c'est la femme. Est-ce que forcément, elles ne savent pas, hein? Nous sommes pour la polygamie. Mais une polygamie déclarée. Pas une polygamie cachée. Déguisée. Et ça me déguisé, ça me fait tout. Elle a accepté que tu sois polygame. Mais ce qui l'énerve, c'est que les deux, en principe, même quand tu as 2 femmes, les 2 femmes ont droit au même traitement. Absolument. Ce n'est pas que tu vas traiter l'autre avec le paracétamol et l'autre tu vas donner la chloroquine, non. Si tu fais le palud... Mais Guy, est-ce qu'on a 2 Donne parce qu'on passe à la suite? oui. C'est une histoire bien passionnante, oui. On a Agnès Pi Delariel, bonjour, Agnès Pierrette Delariel de Bordeaux, bonjour. Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est une relation dirigée par l'intérêt selon son descriptif. Voilà. La polygamie est régie par une égalité de traitement qui dans ce cas est absente. Il n'y a là plus ni amour, ni respect, donc méchanceté. Il faut bien qu'il se souvienne d'une chose, cet homme, même si chacun peut avoir sa part de responsabilité dans l'échec d'une relation, que cet homme sache qu'il n'a pas le monopole, qu'il n'a le monopole de rien et même pas de la méchanceté. Et que lorsqu'elle sera vraiment à bout, son sort n'aura pas de nom. Et je rappelle au passage, selon tendance, que la femme en question est orpheline des 2 parents depuis le très bas âge et on ne blague pas avec les orphelins. Donc pour cet homme-là, je crois qu'il vaut mieux qu'il retourne à des bien meilleurs sentiments. Je coupe ta maison à l'étage. Tu t'appelles monsieur point. Tu te reconnais. Je ne supporte pas le faux. Monsieur point qui est au quartier Lokpom. Tu as 2 femmes, une qui part, elle vient. La reine n'est pas, elle vient. Donc fais l'examen de conscience. Merci. Et si tu dégames, je vais encore les dégamer. Très bien. Alors, Charles Hamel, votre chronique va tenir en 10 minutes, je veux dire, y compris les commentaires, dont je vous cède la parole tout de suite pour revenir sur les conseils nationaux pour le cas de l'éducation nationale. Je m'interroge ce jour sur la question du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques au Cameroun. Quel est le rôle d'un tel conseil dit national alors que les parents déboursent chaque année des sommes faramineuses pour la scolarité de leurs enfants? Savez-vous que ce conseil est chargé d'évaluer tous les ans les besoins en manuels scolaires et en matériel didactique? Savez-vous que ce conseil est chargé de préparer un appel d'offres précisant les matières et les disciplines concernées? Savez-vous que ce conseil est chargé d'évaluer les manuels scolaires et les manuels didactiques conformément aux procédures et critères en vigueur, en relation notamment avec les spécialistes en la matière du ministère chargé de l'éducation nationale, que sont les inspecteurs pédagogiques, les enseignants et les spécialistes du livre? Savez-vous que ce conseil est chargé d'établir une liste des manuels scolaires et de matériel didactique évalués et classés par ordre de mérite?
Savez-vous que ce conseil, pour parler du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et de matériel didactique au Cameroun, est chargé de proposer à l'agrément, dans l'ordre de classement de la liste, 3 livres ou 3 matériels didactiques au plus par matière et par classe. Savez-vous que ce conseil est chargé d'établir tous les ans la liste des manuels scolaires et de matériel didactique approuvés au niveau et par type d'enseignement et soumettre les dites listes à la signature du ministre chargé de l'Éducation nationale ou du ministère de l'Enseignement secondaire au moins 5 mois avant la rentrée scolaire. Au moins 5 mois avant la rentrée scolaire. Savez-vous que ce conseil est chargé de mener tous les 3 ans une enquête sur la disponibilité et l'accessibilité des livres scolaires et des matériels didactiques au programme? Savez-vous que ce conseil est chargé de constituer la banque des programmes d'enseignement et de l'actualiser régulièrement? À quoi servent toutes ces 32 membres nommés pour cette commission ou ce conseil? À quoi servent toutes ces commissions dites spécialisées qui tournent dans ce conseil? Commission de l'enseignement maternel, primaire et normal. Commission des sciences humaines de l'enseignement secondaire général, commission des techniques industrielles, commission de la formation professionnelle, commission des techniques industrielles, que de commissions, commission des techniques commerciales. Comment comprendre que ces différentes commissions n'aient jamais, à proprement parler, évalué ou apprécié les travaux d'évaluation technique des manuels scolaires et des matériels didactiques? Comment comprendre qu'ils n'ont jamais fait des propositions d'agrément des listes de manuels scolaires et des matériels didactiques? Comment comprendre qu'ils n'ont jamais fait des propositions d'agrément des listes des manuels scolaires par niveau et par type d'enseignement? Comment comprendre qu'ils n'ont jamais élaboré des rapports circonstanciels à l'attention du Conseil? Vraiment, je m'interroge. Savez-vous qu'ils ne respectent même pas les textes réglementant le fonctionnement qui précise en son article 13 que tout livre est inscrit au programme d'enseignement pour une période de 3 ans. 3 ans. Passé ce délai, il doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation. Savez-vous que la liste est généralement connue à la rentrée scolaire, à 2 jours de la rentrée scolaire et non à 5 mois, au lieu d'être fait 5 mois avant la rentrée scolaire? Voilà, Mbomboke, on va nous dire que les réformes sont en cours de téléchargement, par exemple, pour emprunter à une expression, depuis l'arrivée des nouveaux responsables à l'enseignement secondaire, alors même qu'on n'a rien fait pour respecter les prescriptions que nous rappelait Charles Armel. Oui, tout à fait, et rien du tout. Là, alors, rien du tout, Sam. Nous parlons que de durée de 3 ans pour les manuels scolaires et les manuels didactiques. En réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on peut reprogrammer ces livres-là, mais pourvu qu'un rapport soit adressé à la fin de l'utilisation des manuels scolaires conséquents. C'est-à-dire qu'il est question au départ d'évaluer le comportement de nos enfants par rapport aux enseignements reçus à l'école. C'est-à-dire quoi? Pour être plus clair, c'est-à-dire qu'on est passé de la méthode générale. On disait aux enfants, par exemple, Tamo va à l'école, mais il n'était pas obligé de savoir écrire Tamo. On est revenu à la méthode syllabique. C'est-à-dire T-A-T-A. L'enfant sait déjà comment il évalue. Donc, ces livres qu'on a donc mis à la contribution, on devait évaluer les enfants et également en fonction de l'évolution du monde aujourd'hui, la nouvelle technologie et tout. Mais sauf que, première entorse, on a lancé la formation de l'informatique sans les manuels. On n'a pas, vous avez vu, oui, on commence à faire les probatoires, informatique, baccalauréat, mais ils n'avaient pas de manuel scolaire. Les commissions sont mises en place, ils n'ont rien proposé. Deuxième entorse, ces commissions que relevait Charles Armel devaient à la longue combiner les rapports avec ce qu'ils ont appelé le Conseil national d'attribution des palmes académiques. C'est-à-dire qu'il était question que les enseignants eux-mêmes contribuent dans le contenu des programmes, mais également dans la fabrication des livres. Quand je dis fabrication des livres, c'est que le ministère devait favoriser pour que le livre soit imprimé sur place. Donc, rien du tout. Donc, c'est pour dire quoi? Moi, j'aime poser les noms. Le professeur Tabi Manga, qui lui, il a été à l'ACCT, qui est devenu la francophonie, devait donc en réalité, qui a appris, qui était à l'école quand il y avait le CPR, devait donc nous amener de manière normale à ce qu'il y ait aujourd'hui une imprimerie et de deux, que les livres qu'il a sélectionnés, quand je dis lui avec sa commission,
qu'il puisse rester au programme même pendant 6-9 ans. S'il est établi que le contenu de l'enseignement, le contenu didactique est propice à l'épanouissement de l'élève aujourd'hui. Mais malheureusement, dernièrement, je pense que c'est au mois de juin, quelques jours avant qu'il a siégé pour donner la liste. Voilà. Bon, on est donc là dans de l'amateurisme, toujours si je m'en tiens à votre analyse. Alors, Megui, est-ce que la responsabilité n'est pas forcément celle de ce conseil? Au plus haut niveau, donc, on va questionner le ministère en charge des enseignements secondaires. Oui, tout Et à même fait. des bases. Et même de base, oui, tout à fait, oui. C'est par là qu'il faut commencer. C'est tout un suivi. En principe, ça devrait être un suivi. Donc, il faut quand même dire que l'enseignement au Cameroun aujourd'hui nous amène à nous poser de multiples questions, notamment par rapport à la forme et même au fond. Ouais. Aujourd'hui, on observe comment les choses sont faites. Quand vous avez vos enfants qui rentrent de l'école, déjà, on a l'impression que c'est extrêmement surchargé. Parce que moi, je me rappelle quand j'allais à l'école avant, mon sac ne pesait pas des tonnes. Aujourd'hui, on a des enfants qui n'arrivent pratiquement plus à porter leur sac de classe parce qu'il y a tellement de manuels à l'intérieur. Comme s'il n'y avait pas d'emploi du temps. Ils vont avec tous leurs livres, ils vont avec tous leurs cahiers. Moi, j'ai été jusqu'à demander à la Tous les directrice, jours. tous les jours, que mais comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas un emploi de temps? Que l'enfant sache qu'aujourd'hui, on va travailler sur les mathématiques, sur la science, sur le français, et qu'ils prennent justement les manuels y afférents. Mais non, il faut venir avec tous les manuels, et en plus avec ce système bilingue où on apprend en même temps le français et l'anglais. C'est bien, mais alors pour des tout petits, on allait à l'école avant à 7h30, à 12h30 on était rentré à la maison. Il y avait une autre vague qui commençait, je crois, de 13h à 17h30. Maintenant, c'est de 7h30 à 15h30. Parfois, ça va jusqu'à 17h. Mais moi, je me demande bien, alors, avec tout ça, à quoi est-ce qu'on peut réellement s'attendre par rapport au rendu? Quand on se rend compte que même un enfant qui part du cours préparatoire, une fois au cours élémentaire 2 ou alors au cours élémentaire 1, même ne se souvient même plus de la récitation qu'il a laissée au cours élémentaire 1. Donc on apprend pour passer en classe supérieure, mais on ne retient rien finalement. Parce qu'il y a cette guerre du livre tendance rapidement, donc sur les ouvrages qui sont en nombre très élevé aujourd'hui et il n'y a pas d'harmonisation. Je dirais que c'est grave, même l'emploi de temps est même fini. On ne parle même plus de ça dans les écoles. À mon époque, quand je partais à l'école publique de mon village, quand tu arrivais, l'emploi de temps même savait ça qu'on t'accueillait. Quand tu les premiers semaines, on écrivait l'emploi de temps. Le lundi, on peut faire ceci. Le mardi, on peut faire la dictée. Le mercredi, on peut faire les mathématiques. Mais alors, ce n'est plus ça. Les enfants, ils sont dans les écoles anglophones, alors c'est le terminator. De deux, pourquoi on changeait les livres chaque année? Mon problème, c'est les livres. Parce que j'ai mon fils à la maison, il va encore réacheter les livres alors qu'il aurait pu aller changer pour qu'on lui donne, ou vendre même. Il me dit que si pas vendre le livre, on va prendre ma 300 francs ou à 500 francs. Moi, je vois, quand acheter le livre, c'était à 500 francs, non. Quand vous sortez les décrets ou encore les livres là, mettez, c'est une proposition, mettez de 5 à 10 ans. Mon livre unique de français a disparu. Tamo et Amina, où sont passés les livres là? Si ça dépendait que de Megui, si ça dépendait que de moi, on devait encore revenir avec les anciens livres d'avant et donner la possibilité aux parents que si aujourd'hui ton enfant du cours préparatoire utilise un livre, demain un autre enfant qui fait la CID, qui va aller au cours préparatoire va utiliser les mêmes livres. Vous prenez nos cerveaux, vous balancez comme ça, chacun sort sa part. Je ne sais pas si dans les autres pays africains ça se passe comme ça. Parce que je suis dépassé, Megui. Un enfant qui achète 8 livres, l'année qui suit, là, tu ne peux plus avoir la possibilité de revendre les livres. Tu ne peux plus avoir la possibilité de... Et si tu me permets, Sam, parce que ce n'est même pas le fait qu'on change de livre qui est même le seul problème. Les livres, aujourd'hui, on écrit à l'intérieur. Alors, à quoi servent les cahiers? On nous demande. Il y a déjà les cahiers qui sont faits pour y écrire, mais maintenant, on a des livres, on écrit à l'intérieur, il faut faire des coloriages, il faut faire... Donc, ils sont inutilisables, même si c'est la même édition l'année qui suit, ils sont inutilisables. Et tout ça est fait à dessein. C'est fait à dessein parce que, justement, on veut contraindre les gens à racheter des livres nouveaux. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible à un parent de faire la rentrée de son enfant sur la base des livres vendus au poteau. Voilà. Alors qu'avant, ça se fait jamais. On va passer à l'invité Charles Hamel, avec ta permission. On va rebondir sur la colère dans les échanges qui vont suivre. Et peut-être, en tant que parent, il va sans doute dire un mot là-dessus, sur la question du livre scolaire aujourd'hui. Monsieur Guillaume Dinangue, bienvenue, bonjour.
Bonjour Sam Séverin, bonjour à tous les panélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs d'Equinox. Merci pour l'invitation. Voilà, donc en tant que parent d'élève, je dois rappeler, vous êtes spécialiste dans les questions de la gestion portuaire au Cameroun. On va parler, mais déjà sur le sujet en débat, quelle est votre opinion rapidement? Alors je pense qu'effectivement le livre est un peu malade au Cameroun. Ça il faut le dire, et tout ce qui a été échangé, les panélistes tout à l'heure ont pointé du doigt là où il fallait. Le livre est malade et il faut véritablement qu'on trouve une solution là-dessus et qu'on contextualise. Parce qu'on est africain. On ne va pas tout le temps prendre ce qui vient d'ailleurs alors qu'on a nos réalités. Et donc, moi, je pense qu'il faut trouver véritablement un problème à ce serpent de mer. Contextualiser, ça veut dire quoi concrètement? Vous pouvez prendre un exemple? Ça dit que lorsque on fait des manuels scolaires, il faut qu'on tienne compte des réalités locales, c'est-à-dire africaines et camerounaises en particulier. Parce qu'on ne va plus toujours nous servir ce qui vient de l'Occident, alors qu'on a nos réalités ici. Vous comprenez? Donc on va donc enchaîner rapidement, sans transition, avec le sujet qui vous amène. Et là, j'introduis Charles Armel sur la question des déménagements des plateformes portières. C'est un sujet, moi, que je ne maîtrise pas beaucoup là-dessus. Donc, si vous pouvez l'introduire sur la première question. Alors, il faut dire que de plus en plus, le port devient la bête noire de tous les opérateurs économiques, de tous ceux-mêmes qui essaient de se jeter dans le principe de l'importation, acheter qui un véhicule, qui acheter des équipements, ça devient un boulot énorme. Pourtant, on nous dit qu'en 24 heures, vous êtes susceptible d'avoir un produit au port, de l'enlever sans aucune complication. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, malgré tous ces effets d'annonce, la zone portuaire, avec tout le système portuaire, reste encore un boulot d'étranglement pour l'économie camerounaise? La preuve, pour citer un exemple, c'est les livres. Les cahiers, vous allez sur le marché, on dit c'est bloqué au port. Pourtant, la rentrée scolaire a déjà démarré. Les livres, je prends Cosmos, je prends un cas, Cosmos sans publicité, c'était pratiquement indisponible. Vous posez, on dit les conteneurs sont encore bloqués au port. Pourtant, nous sommes à quelques semaines de la rentrée. Pourquoi ce problème? Alors, merci pour cette question, Charles Armel, qui sans doute est une question très importante. Je vous en remercie d'ailleurs. C'est l'occasion de dire, il faut dire que nous nous sommes penchés sur cette question-là il y a 4 ans de cela, en 2013, parce que ce que vous devez savoir, le Cameroun, le port de Douala a connu en 2013, 2014, 2015 une congestion vraiment fermée. Alors, la congestion était due à un certain nombre de facteurs, je crois que nous allons revenir là-dessus, n'est-ce pas? Alors, c'est pour revenir un peu à la question que vous posez, le port est ce que nous appelons en logistique la plateforme la plus sollicitée en logistique internationale. Du fait que c'est la seule plateforme où on connaît ce qu'on appelle la massification en transport maritime. Et du coup, lorsque les capacités du port ne peuvent plus, n'est-ce pas, répondre au trafic quand il évolue, parce que le trafic portuaire est appelé à évoluer. Nous sommes partis en 2013, par exemple, de 7 millions de tonnes à pratiquement 10 millions de tonnes. Et le débat qui se posait, c'est que le port de Douala était-il capable d'accueillir plus de 10 millions de tonnes? C'était ça le problème. Et donc, ça pose donc le problème que vous posez là, c'est-à-dire qu'on a ces contraintes-là. Si ce sont des effets d'annonce, on ne peut pas en 2 jours, sauf si c'est des procédures exceptionnelles, encore que ces procédures, c'est pour des marchandises bien précises. Mais pour une procédure normale, on sait que le temps de franchise est de 11 jours ouvrables. Après ce temps de franchise là, maintenant, vous commencez à payer les surestarises et les stationnements. Et donc, vraiment, ce sont des effets d'annonce. Très bien. Meggy, oui. Ok, moi je vais plutôt pencher sur le volet sécurité, parce que vous avez parlé de payer des stationnements et tout, mais on se rend quand même compte, pour ceux qui ont déjà eu à avoir des affaires à récupérer au port, qui sont arrivés par bateau, dans des conteneurs et tout, généralement on se plaint toujours de vol. Comment ça se fait alors que vous nous dites bien que le stationnement ou alors le fait que les marchandises soient parquées là-bas, ça a un coût? Si je ne m'en abuse, voilà, ça a un coût. Alors, comment ça se fait? Comment est gérée la sécurité au niveau du port? De qui est-ce que à qui est-ce que ça incombe? Alors, il faut déjà dire que le code ISPS, qui est le code, n'est-ce pas, qui gère la sécurité des ports et de la sûreté maritime, n'est-ce pas, donne un certain nombre d'exigences aux ports de commerce du monde en ce moment. En ce qui concerne le port de Douala, il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits, notamment avec la certification pour la gestion du pilotage,
n'est-ce pas? Mais, et puis il y a aussi la clôture qui a été érigée, sauf que, en ce qui concerne le vol, par exemple, dans les véhicules, ça c'est typiquement ce qui concerne les agents qui travaillent à l'intérieur, notamment les dockers et tout le reste. En fait, il faut dire que, puisque cette plateforme-là voit un foisonnement de personnes qui entrent, on peut se retrouver parfois à vivre ce genre de situation sans que ce ne soit forcément la faute d'une personne ou de l'autre. Vous comprenez? Ok, Bombok, Bengan. Oui, Sam, je vais revenir sur ce que Charles Hamel a dit, mais en donnant des précisions pour qu'on se comprenne bien. Février 1995, le ministre des Finances arrive à Douala. Il dit qu'on enlève à la douane sa procédure, on confie à une société étrangère suisse, la EGS pour ne pas la nommer, pour protéger l'espace économique du Cameroun, moderniser les procédures de dédouanement. Voilà ce qu'il dit. Quelque temps après, on nous dit on a créé un comité de facilitation des procédures. Donc pour revenir à pourquoi ça bloque? Puisque ce que vous avez dit, l'État l'a constaté et a apporté des solutions en février 1995. Et ça continue à bloquer. Guichet unique, tout ça là, on rapproche et tout. Ça bloque où? Alors merci pour cette question. Il faut dire que ça bloque parce que le niveau d'application des mesures, vous connaissez un peu comment ça se passe au Cameroun. On prend pour preuve... Bon, disons-le, les mentalités, la corruption et tout le reste, bon, on ne fait pas langue de bois, hein, parce que c'est ça la gouvernance camerounaise. Bien sûr. On est très champion de mettre en place les très bonnes mesures. Tout à fait, ce que j'étais en train de dire. La EGS, effectivement, est venue avec pour rôle, n'est-ce pas, de permettre à la douane de sécuriser les recettes financières, les recettes douanières, et maintenant de contrôler les produits qui vont entrer. C'est-à-dire quoi? Il y avait ce programme de PVI, programme de vérification des importations et même des exportations. C'est-à-dire qu'au départ du pays d'importation, on vérifie les marchandises qui sont là-bas. Si bien que lorsque vous allez déclarer auprès de la douane, on connaît à peu près ce que vous avez et que vous ne pouvez pas faire de magouilles. Malheureusement, comme les Camerounais sont passés maîtres dans l'art de tricherie, on arrive toujours à contourner. Et donc, le port de loi, en fait, le problème même, il faut dire que c'est véritablement d'abord la plateforme en elle-même. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous sommes penchés sur cette question avec un ouvrage qui est paru en 2016, on a ressorti un certain nombre de dysfonctionnements à plusieurs niveaux, sur les plans infrastructurels, sur les plans organisationnels, procédural, sur les plans techniques. En termes de communication aussi, on a relevé un certain nombre de dysfonctionnements qui plombent la compétitivité de ce sport. Sur la question du désengorgement, on a beaucoup évoqué ce sujet récemment. Mais avant de poursuivre, je donne la parole à Tendance parce qu'on va revenir sur ce sujet. Oui, Tendance. Le port de Douala, Sam, je vais d'abord commencer ma première question. Comment ça se passe avec les dédouanements de ce côté? Parce que les gars se plaignent que pour aller dédouaner quelque chose au port, c'est toujours les problèmes, les maux de tête, les tracasseries. Comment ça se passe avec les dédouanements là-bas? Alors merci Tendance, il faut dire que de façon simple, le port est un milieu où il y a beaucoup d'acteurs. Il y a une autorité portuaire qui est le port autonome de douane. Il y a la direction générale des douanes. Tout à fait, il y a la direction générale des douanes. Il y a les armateurs, il y a les transporteurs, il y a les transitaires, il y a les commissionnés de transport, les dockers, dans le cas du GEPAC d'ailleurs. Et je me souviens il y a quelques mois encore avec la grève des dockers sur un certain nombre de points qui étaient vraiment fondés. Alors, maintenant, lorsqu'il faut dédouaner une marchandise, on le fait auprès de la douane, mais on a besoin d'une paperasse, toute une paperasse. Et cette paperasse, on ira la chercher où? Chez les armateurs, chez les consignataires, au PAD, au guichet unique, au CNCC. Ça fait que avec les lenteurs qu'il y a, avec un certain nombre de... Disons, la préoccupation de Tendance rejoint la même que pour les autres panélistes. C'est la simplification des procédures. Comment faire? Parce que depuis le début, vous ne nous dites pas ce qu'il faut faire pour dépasser un peu ces goulots d'étranglement. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Disons qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il faut préconiser. Certaines mesures ont déjà commencé à être appliquées, sauf que nous pensons qu'il y a une certaine lenteur, une certaine lourdeur à cette application-là. Et vraiment, c'est l'occasion de le dire, nous pensons que le port de Douala, en l'état actuel, ne peut plus véritablement répondre au trafic du Cameroun. Et si le Cameroun se veut un pays émergent, tout au moins au niveau des transports, pas en 2035, mais en tout cas émergent, au niveau des transports, on a besoin, il faut que le port de Kribi entre en exploitation. Parce que le port de Douala, c'est en cours, non? C'est en cours, sauf que c'est lent. C'est lent.
En Chine, lorsque vous construisez un port, le lendemain, on le met en exploitation, on commence déjà à rembourser les prêts qu'on a pris avec ce que le port va produire. Mais s'il faut attendre que, je ne sais pas ce qu'on attend, parce que moi, c'est dû à quoi cette lenteur? Moi, je pense que c'est purement politique. Moi, je pense que c'est purement politique parce que nous, les techniciens, nous pensons que ce port, d'ailleurs, j'ai conduit une délégation en 2015 là-bas, sur place. C'est la chance du Cameroun sur le plan des ports, parce que le port de l'eau en termes de limite, il est limité par rapport à tous les autres ports de la sous-région, que ce soit la Mais sauf que nous sommes bien mal partis pour le port de Kribi, disons-le, parce que ce n'est pas ce qu'on nous avait promis. On parlait d'un complexe industriel aéroportuaire qui devait vraiment être quelque chose de géant, tel que c'est parti, parce qu'il y a même eu beaucoup de batailles également sur les attributions en termes d'exploitation, avec Bolloré qui est sorti de nulle part au dernier moment. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec ces dysfonctionnements-là pour moi, je pense que le port de Kribi, c'est la chance du Cameroun. Et il sera, lorsqu'il sera en exploitation, et qu'on va mettre les techniciens sur le terrain, je crois que ça va aller. Ce qui se passe là, c'est normal. La concession, c'est ce qui se passe dans tous les ports du monde entier. Parce que la tendance mondiale est à l'attribution des concessions. Mais et permettez, sur le plan technique, les Tars venus de Douala ne vont pas se retrouver à Kribi? Pas du tout, pas du tout. Je prends encore cet exemple. Au Maroc, on a 30 ports. Il y a 13 ports de commerce au Maroc, c'est-à-dire les ports comme le port de Douala et le port de Kribi. On en a 13 comme ça au Maroc et tous ces ports fonctionnent normalement. Alors, on a un seul port de commerce au Cameroun pour le moment, Douala qui fait 95% du trafic. On n'a même pas encore mis Kribi en exploitation et on pense que Douala va faire Kribi va faire mourir Douala. Moi j'ai dit non. Non, pas faire mourir, mais pour la célérité du travail. Est-ce que les Tars de Douala, c'est ça que je dis, dans le niveau des procédures, des facilitations. Non seulement au niveau des procédures, puisque le port de Kribi c'est un port de 3e génération, et donc ce n'est pas la même catégorie que le port de Douala. Ça devrait être un port de 3e génération. Voilà. Non, lorsque de tendre à ce 3e génération, souffrons de rester à la 2G, s'il vous plaît. Parce que là, nous sommes à 2G. Vous avez tout à l'heure abordé la question des dysfonctionnements institutionnels. Je pense que c'est ce qui est au cœur même des problèmes déjà du Cameroun, encore plus du port. Quels sont ces problèmes, ces dysfonctionnements institutionnels? Merci. Mais il faut d'abord rappeler, et ça c'est le technicien qui parle, le port de Kribi est un port de 3e génération. Au regard des caractéristiques infrastructurelles qui sont là-bas, au regard de la technologie qu'on est en train de mettre là-bas, et au regard, n'est-ce pas, sur le plan des... Mais sa mise en service a beaucoup de soucis. Par contre, c'est la mise en service. Et les personnels. Et c'est ça le problème institutionnel. Vous pointez du doigt là, parce que c'est ça le problème. Nous-mêmes, franchement, on ne sait pas pourquoi ça bloque. Mais vous-même, vous avez dit que c'est sur ce plan que ça bloque. Parce que tant que Yaoundé ne décide pas, parce qu'en ce qui concerne la gouvernance... c'est les techniciens qui manquent. Les techniciens, il y en a. Est-ce qu'on va transporter, on va récupérer tous les techniciens de Douala qu'on va affecter? Est-ce qu'il y a une main-d'œuvre qu'on est en train de recruter à l'étranger? Mais dites-nous, c'est quoi le problème? Est-ce que le Cameroun manque de spécialistes qui vont aller? Puisque un port ne fonctionne pas avec les administratifs, c'est avec les techniciens. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Il y en a ce que nous formons au Cameroun. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes là. Nous sommes là. Nous ne pouvons que travailler pour rien pour notre pays. Malheureusement, on ne nous donne même pas cette occasion-là. Voilà. Donc, je pense qu'en termes de spécialistes, il y en a. Moi, je vous mets à défi. Donnez-nous le terminal à conteneurs de Kribi ou le terminal polyvalent. Encore que dans le cas du terminal polyvalent, il y a le groupe KPMO, n'est-ce pas, qui était avec Necotrans, qui a pris la gestion de ces terminals, malgré qu'en ce moment, avec le retrait de Necotrans pour des difficultés financières, on va devoir revoir ça. Mais le terminal à conteneur est déjà attribué à Bolloré, Tchèque et CMA-CGM pour des raisons évidentes. Bolloré, partie financière, Tchèque, c'est l'ingénieur qui a conçu le port, CMA-CGM, c'est le 3e amateur au monde. Ça veut dire qu'il y aura toujours des navires, quelle que soit la capacité, au niveau du port de Kribi. Voilà. Il est très optimiste concernant la mise en œuvre. Je ne partage pas l'optimisme parce que moi non plus nous a annoncé cette affaire. Ça ne fonctionne pas, ça ne démarre pas. Est-ce que les personnels choisis ont même le profil? C'est ça le problème, parce qu'au Cameroun, c'est en place. Voilà, on occasionné que c'est 3G. Ça veut dire, moi je suis sur votre analyse. Premier obstacle, la route de Kribi, Yaoundé, Kribi, Douala est en train de se détériorer. Parce que lorsque les bus vont effondrer, il n'y aura pas. On n'a pas prévu
d'autoroute entre le port de Kribi et N'Djamena, entre le port de Kribi et Voilà, il Bangui. n'y a pas de route entre Kribi et Bam vers le Gabon, il n'y a pas de route. Entre le port de Kribi et Bangui, entre le port de Kribi et le Gabon. Donc, voilà le premier problème d'ordre institutionnel que nous allons trouver. En plus de ce problème, qu'on va écarter les techniciens. On va écarter les techniciens, on restera avec les gens de l'ENAM qui sont sortis là, ici, qui ne connaissent pas grand-chose. Voilà le problème qui va se poser et on attendra les décisions de Yaoundé. Maintenant, je voudrais qu'on voit comment, quand vous recevez, tendance à dire ça tout à l'heure, avant que le bateau n'accoste, vous avez le connaissement. Tout à fait. Vous savez que Miguel a dit, mon marchandise va arriver le 22 septembre. Vous avez le connaissement. Qu'est-ce qui bloque qu'on ne commence pas à faire ces procédures-là? Aller au PAD, aller. Alors, il faut aussi dire, merci pour cette question, il faut aussi dire que les chargeurs en sont pour quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, Equinox, c'est un chargeur. Je suppose que vous importez un certain nombre de marchandises. Ces caméras ne sont pas fabriquées au Cameroun. Elles sont importées, par exemple. Il arrive que certains chargeurs ne font pas ce qu'on appelle des procédures préalables avant que la marchandise n'arrive au port de Douala. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est-à-dire si un chargeur qui fait une importation prend la peine de faire un certain nombre de procédures préalables avant que le navire n'arrive, il va lui rester simplement quelques procédures à faire. Par exemple, en termes de procédures, lorsque vous avez déjà le connaissement, vous devez faire l'attestation de vérification à l'importation. Le connaissement, c'est quoi? Parce que le connaissement, c'est le document de transport maritime qui marque le contrat de transport entre un transporteur et un chargeur. Merci beaucoup. Et qui relève le nombre de les choses caractéristiques de la marchandise, la quantité, le volume. Et quand vous l'avez déjà terminé? Est-ce que ce problème ne va pas se reproduire à Kribi? Le problème, c'est au niveau de la sensibilisation aussi et de l'information, de l'éducation. On doit éduquer nos chargeurs. Et l'un des problèmes qui se pose avec la douane, c'est que généralement, vous avez des chargeurs qui importent des marchandises, ne connaissent pas la catégorie de cette marchandise, parce que sur le plan du tarif extérieur commun, vous avez 5%, 30%, 20% et 10%. Alors, vous faites venir une marchandise au Cameroun, vous ne connaissez pas qu'elle est à 30%. Vous avez acheté à 100 millions, on vous dit que vous devez dédouaner à 30 millions. Ça, c'est le texte. Maintenant, on ajoute les autres taxes, la TVA, les droits d'assises, etc. Vous vous retrouvez à 40 000. Vous abandonnez la marchandise au port et ça fait la saturation de l'espace portuaire. La volonté, une volonté express, parce qu'on s'est rendu compte que la majeure partie des véhicules, par exemple, qui sont abordés, des objets qui sont abandonnés, sont récupérés par ces douaniers. Oui, mais c'est récupéré par ces douaniers à travers des ventes aux enchères internes, des ventes aux enchères internes, des ventes aux enchères externes. Et n'oubliez pas aussi le fait, on a lancé au niveau du port, il y a eu Sidonia, il y a eu ci, il y a eu ça. Voilà. Aujourd'hui, en plus de pratiquer cela, on retrouve des agents des douanes qui poursuivent les conteneurs quitte à se faire renverser dans les quartiers ça entre dans les procédures de dédouanement. Il arrive que lorsque vous prenez par exemple un régime douanier comme un régime douanier suspensif, n'est-ce pas, de l'entrepôt, vos marchandises, lorsque vous allez les prendre de l'enceinte portuaire, vous les mettez directement dans votre entrepôt sous douane. Elles ne sont pas encore dédouanées et donc la douane a quand même le devoir de venir contrôler qu'effectivement vous entreposez ces marchandises telles que vous avez déclarées à la douane. Voilà, on a 5 minutes pour sortir, donc on y va rapidement. Tendance. Les ventes aux enchères, ça part dans quel compte? Qui s'occupe de ça? Bonne question, Tendance. Merci. Alors, les ventes aux enchères sont là pour pallier les défauts de dédouanement des marchandises et comme le trésor public, c'est-à-dire la douane, doit récupérer au moins une partie de cet argent, lorsqu'on fait les ventes aux enchères, on les reverse au trésor public pour le compte de la douane, simplement. Vous savez que les propriétaires même des biens qui sont vendus aux enchères, ils n'ont plus rien. Mais ils n'ont plus rien. Alors, je prends un exemple simple pour illustrer un rouleau d'étranglement. À l'époque, on sortait les Mercedes ML. Lorsque les gens se sont rendus compte au niveau du pont, ça c'était un réseau bien huilé dont je vous parle, tous les grands cadres se sont arrogés ce type de véhicule à hauteur de 100 000 francs CFA. Inscrit et reversé à l'ordre dans le trésor public. Oui. Mais les autres voitures revendaient à 2 millions, 3 millions, 4 millions. Pourquoi ce dysfonctionnement? Qui s'occupe de ce sont des mauvaises pratiques. Mais ça, ce sont des mauvaises pratiques. Non, mais vous dites mauvaises pratiques, mais ce sont des pratiques qui tuent. Parce que celui qui importe et qui va arriver avec des véhicules qui vont se retrouver bloqués au niveau du pont, qui va abandonner
et qui va revoir ces véhicules circuler plus tard, finalement, ne n'aura pas l'envie. Disons que le technicien que je suis, je m'arrête à ce qui est technique. Voilà, alors, ce qui est technique, je crois on va sortir avec l'ouvrage que vous avez. Alors, si on peut avoir en image la première page, et vous allez nous en dire davantage sur ce que vous avez souhaité relever comme problématique dans ce livre-là, finalement. Voilà, management des contraintes du maillon portuaire dans la supply chain. Alors, c'est technique tout cela, c'est quoi? Résumez-nous cela. Management des contraintes du maillon portuaire dans la supply chain. Il faut dire, cette caméra qui est devant moi a été importée par Equinox. Alors, pour la fabriquer, on a besoin des matières premières. On ira les chercher le coltan, par exemple par RDC, la bauxite, manganèse, l'uranium, etc. pour fabriquer et les téléphones et les caméras, etc. On fait donc ce qu'on appelle la chaîne logistique, qui est la supply chain. On fait venir ces matières premières dans un pays comme la France ou l'Allemagne. On fabrique les caméras qui sont là. Nous, on les achète. Nous, au Cameroun, puisque nous sommes des pays importateurs, on ne fabrique rien. On les achète. Elles viennent ici, ces marchandises-là. Maintenant, elles transitent par la plateforme la plus sollicitée au monde, qui est le port. Et les problèmes qu'on rencontre lors de ce passage portuaire des marchandises-là, c'est ça que je décris là. Et on prend pour preuve la congestion qui a eu lieu ici au port de Douala en 2013, 2014, 2015, n'est-ce pas? On a relevé un certain nombre de dysfonctionnements. Certains dysfonctionnements sont naturels. Est-ce que le processus de décongestion est allé à son terme, vous le pensez? Il n'est pas encore allé à son terme. On a amorcé certaines actions qui sont en train de donner quelques petits résultats. Malheureusement, il y a encore beaucoup de pesanteurs. C'est pourquoi nous pensons qu'au-delà des petites mesures qu'on peut encore appliquer, il faut aujourd'hui qu'on ouvre le port de Kribi. C'est ça la majeure... Vous avez le problème avec le GPAC des dockers, qui est un maillon essentiel dans cette chaîne, qui se retrouve à vivre, par exemple, dans un misérabilisme total. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au travers de leur mouvement de grève, des actions qui ont été posées, de la méprise qui a enchaîné, on va dire aujourd'hui, la lente reprise, ce n'est pas ça qui fait un goulot d'étranglement? Je vais vous faire une confidence. Lorsque j'avais été convié à une émission au mois de mai, pour parler de ce problème de docker sur un de vos confrères à la radio, j'ai été pris à partie par certains acteurs, n'est-ce pas, directement impliqués. Heureusement que les dockers m'ont soutenu parce que je les ai défendus. Le problème qui se pose, c'est que les dockers sont maltraités. Les dockers n'ont pas de meilleures conditions de travail et je l'ai démontré même déjà ici. Par la faute du GPAC, c'est ça? Par la faute de l'organisation. Vous ne pouvez pas me dire qu'un père d'enfant, un père de famille gagne 200 francs l'heure. Vous ne retrouvez pas à la fin du mois avec 5 000. Vous allez nourrir qui? Et les transitaires alors, pour terminer, parce que c'est un des maillons essentiels aussi. Tout à fait, c'est un acteur important dans le cadre de la chaîne du dédouanement. Il faut dire que les transitaires font leur travail, sauf que certains sont aussi un peu malhonnêtes. Voilà, c'est ça. 200 l'heure. 200 francs CFA. 200 l'heure. Quand on nous dit 200, on nous dit que la convention est là. La convention est là, ça part de 200 pratiquement à 1000 en fonction des catégories. Ça, c'est la dernière catégorie. Mais on vous dit qu'on paye 350 et qu'il y a des gens qui se retrouvent à 800 000 francs. Non. Franchement, ce jour-là, les dockers avaient appelé à la radio pour dire non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et si on avait beaucoup plus de temps, on allait détailler. Mais malheureusement, on est à la fin. Merci beaucoup. On a été donc en train d'évoquer les questions liées à la plateforme portuaire au Cameroun qui est engorgée. Au niveau du port de Douala, notre invité nous a rappelé que la chance, l'une des issues, ce serait bien sûr de mettre en service assez rapidement le port autonome de Kribi, qui a plutôt très bien mal démarré ses activités. Aujourd'hui, on vous remercie donc, M. Guillaume Dinangue, d'avoir accepté l'invitation pour votre expertise en matière de gestion portuaire. Et on peut vous souhaiter beaucoup de bonheur. C'est moi qui vous remercie. Dans votre activité qui est essentielle pour le développement du Cameroun. Entre la Direction générale des douanes et le port autonome de Douala, bon, c'est un mariage de raison. On ne sait pas lequel des deux parties fait bien son boulot, mais on aimerait voir les choses s'améliorer. Merci de rester avec nous. Le Zénith prend une pause avant la deuxième partie. La deuxième partie de ce programme avec les messages à la suite de cette respiration en chanson. Donc avec vous, Meg. Voilà, donc pour ce qui est de l'histoire du jour de tendance, on a donc ce message qui nous dit cet homme est tout simplement méchant, il devrait faire attention car il abrite sous son toit un ennemi et ses enfants représentent aussi un danger pour son avenir. Absolument, ça c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, oui.
Voilà, on a donc cet autre message, toujours à propos de l'histoire du jour de Tendance, qui nous dit il faudrait que ceux qui se lancent dans la polygamie sachent qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Car quand on décide d'avoir plusieurs femmes, on doit être prêt à les mettre au même niveau, tant sur le plan affectif que financier. Tout à fait, ça aussi c'est vrai. Comment gérer ces nuits? On doit les répartir de manière équitable. On pourra dire également que c'est l'une des limites de la polygamie, parce qu'on ne peut pas toujours assumer toutes les responsabilités auprès de toutes ces femmes. Il vaut mieux donc pouvoir peut-être en choisir une seule pour toute sa vie. Je crois que c'est une thèse qui peut être défendue également. Parce que quand un homme est polygame, les deux commencent chacune par chercher sa part de gris-gris. Voilà, c'est ça. Après même tu deviens fou. Tu vois un homme qui est beau, élégant, il rit seul. En fait, la vraie polygamie, le gris-gris n'arrive pas, puisque c'est la première épouse qui doit épouser la deuxième. Non, mais ça c'est déjà Sam Sévérin, vous savez, quand à l'heure où je vous parle, l'Europe aujourd'hui est en train de s'inscrire dans la logique de la polygamie. Les États-Unis, pareil au niveau du Canada. Est-ce que vous savez que les Mormons aujourd'hui là se sont constitués? Alors, je savais que c'était un levé de bouclier. Non, mais c'est pas un levé de bouclier. Mais dit Sam Sévérin que si vous pensez qu'une seule femme pourrait vous aller, il y a ceux qui ont une hypersexualité qui estiment, non, je le dis, qu'au lieu d'être infidèle, se retrouvent à avoir 2, 3, 4, 5 femmes. On a eu des cas comme Mongo Faya, on a eu des cas de tous nos grands hommes d'affaires qui aujourd'hui se vantent avec cela comme ça. Salomon dans la Bible. Si vous estimez qu'une seule va vous calmer, rassurez-vous, il y a d'autres qui préfèrent avoir 4, 5, 6. Hypersexualité, celle qui est dedans vous a dit qu'elle est fatiguée ou qu'elle pouvait... Non, Salomon en avait 1000. Mais il ne faut pas commenter ce genre de choses. Est-ce que parce que Salomon en avait que c'est forcément une bonne chose? Non, il a bien entretenu, donc on doit s'inspirer de Salomon. Voilà, donc on a Polycarpe Abatia qui nous dit que ce monsieur fasse attention, un jour il ira lui-même puiser à la source. Voilà. Absolument, c'est clair. Bonjour, ce sont des marques de gigolo. Ces marques de gigolo, pardon, sont pleines dehors. Il aime plus la deuxième aujourd'hui, mais demain, s'il trouve une troisième plus aisée que la deuxième, il va préférer la troisième. Nous sommes en Afrique, dont ma soeur prie seulement. Et puis on peut questionner l'attitude même de cette deuxième. Est-ce qu'elle-même ne peut pas se sentir gênée de voir que l'autre femme, la première... les femmes sont méchantes aussi. Elle va larguer l'homme. Elle va larguer. Elle est sûrement en train de faire un certain nombre de choses que l'homme va larguer. À un moment, lorsqu'elle sera bien assise, elle va se rendre compte que sa coépouse est là. Elle va larguer l'homme et l'homme reviendra, malheureusement. C'est de là, justement, que part souvent la méchanceté des femmes et un peu d'égoïsme. Elles se disent que, bon, voilà. Généralement, quand vous rencontrez un homme, demandez-lui pourquoi est-ce qu'il s'est séparé de la première, en fait, celle qui vous a précédé. Il y a des indices. Quand vous voyez un homme qui vous parle de son ex, avec des propos extrêmement méprisants, il l'insulte, souvent c'est la mère de ses enfants, il a été marié avec, même si vous avez eu des différends, il y a quand même, ne serait-ce que par respect pour les enfants, vous devez quand même avoir une certaine tenue. Vous ne pouvez pas parler de votre ex-mari comme femme, avec des propos insultants, méprisants. Il vous décrit comment il a traité. Et vous pensez forcément qu'avec vous, ce sera différent. C'est vrai qu'il y en a qui ne vous laissent pas le choix que de parler d'elle en de très mauvais termes aussi, qui vous laissent que des mauvais souvenirs. Bon, maintenant, ce n'est pas bien. Il faut toujours en garder les plus bons. Parler en de mauvais termes, c'est même très différent de dire, c'est-à-dire que vous avez cet homme-là qui vous dit comment il traitait mal l'autre, parce qu'elle aurait fait ci, elle aurait fait ça, mais il ne vous dit pas comment lui-même il se comportait. Ça peut être des indices. Je pense que la première devrait faire un pas vers la deuxième. Elle devrait faire un pas, essayer de discuter avec la deuxième, essayer de rencontrer la deuxième, si elle est accessible. Puisqu'elles ne sont pas dans le même standing, Charles Armel. Donc, la deuxième, elle a accès à tous les biens, y compris les véhicules de type Porsche Cayenne. La première n'a pas accès du tout. Elle est méchante. Elle est méchante parce que si ce monsieur est vraiment influencé par elle, si elle était touchée par ce que vivait la première, elle devait dire à son mari, écoute, je ne suis pas d'accord que tu traites celle-là comme ça parce que, je l'ai trouvée. Donc normalement, c'est elle qui devrait même se sentir offensée de ce que je sois là. Mais tu ne peux pas la traiter comme ça. Donc si elle laisse faire, c'est parce qu'elle cautionne. Voilà, on va revenir sur les messages bien après, le temps de prendre donc les réseaux sociaux, les actualités du net que vous avez récoltées pour nous.
Voilà, Sam Séverin, merci. Donc, on va parler en premier lieu de cet affaissement de la chaussée qui a ralenti la circulation ou alors qu'il a ralenti encore depuis hier à Ebombe. C'est dans le département de la Sanaga-Maritime. Donc, l'effondrement d'une buse en serait l'origine. La circulation sur cet axe est perturbée depuis hier matin, 18 septembre. Il s'agirait donc d'une des conséquences des pluies qui se sont abattues dans cette localité. Alors, dans la plupart des cas, comment réagissent les internautes sur cette affaire? Les internautes, voilà, c'est beaucoup d'indignation parce que pour la plupart, il s'agit ici d'une négligence de la part de l'État. Car cette route quand même est assez vieille et pour les internautes justement, ils disent que l'État devait anticiper, sachant qu'une route a quand même une période de vie, donc l'État devait anticiper pour justement faire en sorte qu'on ne soit pas confronté à ce genre de désagrément en ce moment. Alors, tendance, jusqu'à ce matin, on nous indiquait que les autorités étaient à pied devant le ministre des Travaux publics a même dû y passer la nuit avec les techniciens de son département. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut entrevoir la suite puisque tout n'est pas forcément revenu en ordre, hein, on voit la fête de la route me dépasse, Sam. Eh, mon pays, ce n'est plus bien, hein, Sam. J'ai dit que mon pays me fait peur. Quand il n'y avait pas eu une route secondaire, telle que je vois. Donc, voici comment on va... Je vais vous faire une proposition, ce n'est que normal. Parce qu'en tant que citoyen camerounais, Sam, c'est mieux que ceux qui viennent de Yaoundé, quand vous portez les gens, au niveau où la route s'est coupée là, vous déposez les passagers, les voitures qui viennent de Douala récupérer certains passagers, les passagers traversent à pied, ils prennent l'autre bus. Maintenant, ceux qu'on a ramenés de Douala, ils traversent à pied, ils reprennent l'autre bus pour rentrer à Yaoundé. Sinon, je vais encore dire quoi? On me dit que l'Ongom a passé toute la nuit là-bas. Oh, merci mon cher gouvernement. Il faut que les choses reviennent dans les bonnes conditions, parce qu'il ne faut pas que ça commence. Ce qui s'est passé dernièrement, on a parlé des ECA. C'est comme ça que ça avait d'abord commencé. Ezek est venu nous montrer le Wonderful que tout le monde a vu. Pardon, je ne veux plus entendre parler de ça. Alors, les risques sont, merci Tendance, les risques sont gravissimes hein, si l'on débouche, Charles Hamel, sur la coupure totale de cet axe qui relie les deux principales villes. Alors, Sam Séverin, premièrement, je suis Thomas, permettez-moi de le dire, lorsque la route de Magnan s'est coupée, lorsqu'on a vu tous ces ministres se serrer dans un hélicoptère et arriver, on les a vus. Lorsqu'ils sont arrivés, on a vu le ministre Ganou Djoumessi donner les instructions sur pied, on l'a vu. Mais quand on annonce qu'il sera là-bas à 22h30, quand on nous disait qu'il a passé la nuit, je n'y crois pas. Je vais être Thomas, parce que je les connais. C'est des gens, lorsqu'ils descendent, ils arrivent avec le flon-flon, ils veulent absolument que le chef d'État voie. Mais ils étaient déjà là en Sam Séverin, je dis, je veux voir qu'il est passé la nuit, je vais le voir à l'ouvrage. Dans tous les cas, il avait annoncé, Sam Séverin, qu'une politique avait été mise en place pour le remplacement de 360 DALO. De DALO, c'est-à-dire tout ce qui était placé là, Sam Séverin. On ne faisait que lui dire que c'est en train de s'affaisser. Nous l'avons dit ici, là, dans son bureau, il riait, en disant les gars, ils parlent même de quoi, ils connaissent quoi. Voilà encore la preuve. Il y aura encore des preuves comme ça, Sam Séverin, parce que le réseau est déjà vieillissant. Pareil sur la route de l'Ouest. Il a fallu que Bamendou se coupe. Pourquoi il n'est pas là, Bamendou? Celui-là, c'est Bamendou Bameka pour regarder. Il devait se rendre compte. Est-ce qu'on peut il arrive, Sam Séverin Ganou Djoumessi qui est arrivé? Sam Séverin, je ne vais pas finir. Non, c'est ça. Il a hérité d'un dossier d'un ministère brillant. Il devait continuer. On a démontré qu'en bas, ça ne valait rien. On l'a mis. Que lui, il continue. Sam Séverin, est-ce que le réseau hydrographique du Cameroun, est connu? C'est la question que je me pose. Nous avons des barrages de Mengolais. Nous avons des barrages de Miké. Nous avons plusieurs barrages dont les tests sont effectués au quotidien où on ouvre les vannes, Sam Séverin. Est-ce qu'on essaie d'étudier la répercussion de ces différents courants, le flux lorsqu'on ouvre, le débit avec lequel cela se déverse? On va accuser les pluies, mais est-ce qu'on a étudié avec la présence de ces multiples barrages le réseau? Est-ce que vous savez que la présence de barrages modifie la qualité, le flux et la vitesse même du courant, Sam Séverin? Alors j'estime qu'à ce niveau, nos experts devraient encore se rasseoir pour étudier. Et je salue tous les touristes camerounais qui aujourd'hui, à l'aide d'un téléphone portable, sont allés filmer cette buse. Très bien. Alors, en Bombok Bengan, on a fait le constat de l'échec de la politique de planification pour nous mettre en place le réseau confortable à l'horizon 2030. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas là la résultante, on va dire, la véritable photographie, je veux dire, de la politique du renouveau en matière de routes?
national. Absolument, sans même titre de responsabilité. Le chef de l'État en est un. Hein, parce que lorsqu'on Laslour a 30 ans, il était là, il a été Premier ministre depuis 1975, donc il suivait ses travaux, même lorsqu'on les lance. Et c'est d'ailleurs lui, on le dit dans certains milieux, et Samuel Bois l'a dit en face, que le président de la République a détourné le projet de la nationale numéro 3. C'est pour ça qu'il a apporté le tour de Laslour, qui n'obéit pas à la nomenclature. La deuxième responsabilité, c'est M. Nganou Messi. Il a été pendant longtemps secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Et c'est sous lui, quand il occupait ce poste, que les études avaient été faites. Lorsqu'on devait faire l'autoroute aidée à Kribi. C'est ça qui était prévu. Je ne sais pas s'il y a l'autoroute. On a donc fait l'étude de cette tour de 360 bus. Et la conclusion était que ces bus peuvent céder d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre. Et en 2003, après l'hécatombe... Du temps où il était au Premier ministère. Au Premier ministère, okay, tout à fait, au Premier ministère. Donc, il le savait. Et dernièrement, lorsqu'on confie, c'est sans publicité, hein, à Route d'Afrique, à Sogé, à Satom et l'autre, on oublie, on refuse d'appliquer ça, de se rendre compte qu'effectivement les bus menacent de chuter, de s'effondrer. On confie à ces deux entreprises-là le défrichage des abords de la route, le désherbage, déforestation, c'est comme ça qu'ils ont appelé, en oubliant, ce qui fait que même le bouchage de trous qu'il a appelé revêtement confortatif et le travaux de péage de Boumiébel était venu seulement après. Pourquoi? Or, on voyait que les stations de péage s'effondraient. On a laissé faire. Et Nganou Messi était à la primature avant et après au ministère de l'économie, du plan de la planification et aux travaux publics. Donc, il maîtrise bien le dossier. Il maîtrise bien le dossier. Et le terme qu'il a utilisé, Charles Lamé, c'est confortement, réparation et confortement du bloc. Du bloc technique. En réalité, c'est pour dire qu'on il va être fait depuis hier, c'est ça. Voilà. Donc on doit remplacer les bus par les dallos. Les dallos. Les dallos. Mais ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encore remettre le conteneur 40 pieds en attendant. Alors, mais dis, est-ce qu'il devrait donc, au niveau des responsabilités, emporter l'entière, le ministre actuel des Travaux publics? Parce qu'il y a quand même, depuis l'époque de l'ambassadeur, tous ceux qui sont passés à la tête de ce département, je crois qu'ils doivent être tous comptables aujourd'hui de ce qui arrive. Et normalement, il est même le moins responsable. Ouais. Il est même le moins responsable parce que cette route-là devait être refaite depuis Belle Lurette. Donc, il est le moins responsable. Alors, aujourd'hui, on nous parle de voies de contournement de 2 km qui sont en train d'être mises en place. Mais attendons un peu. Franchement, alors, on a un axe important comme celui-là qui est délaissé à lui-même. Et voilà les bus qui s'effondrent. On a eu une bus qui a été réellement à l'origine, hein, parce que c'était ça la genèse de l'accident des ECA. Parce que les gens n'ont pas pu emprunter l'axe routier, ils sont allés à Camrail. Donc voilà, on a eu ce premier problème-là. Normalement, une première bus qui s'effondre, logiquement, on devait se dire que les autres bus également sont en danger parce qu'elles ont été apposées presque dans la même période. Alors, on nous a posé un conteneur sous la route et on a laissé les autres bus. On attend. Après cette bus-là, il y aura une autre bus qui va s'effondrer. Les 360, il a même Cogefa la semaine dernière. Puisqu'on parle des routes, il ne faut pas qu'on oublie l'axe Bafoussam, voilà, qui est divisé en deux aussi. Parce qu'on n'en parle pas là, mais franchement, alors, on a ces deux axes-là, mais on est dans quel pays finalement? Alors moi, si j'ai un reproche à faire au ministre des Travaux publics, c'est de ne pas dire la vérité. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on lui a attribué le sobriquet de super menteur. Parce qu'il tient le discours du politiquement correct à chaque fois, alors que la réalité du terrain, tout est différente. Il ne peut pas faire des promesses qu'il sait qu'il ne pourra jamais tenir. Aujourd'hui, il est rattrapé par ses propres déclarations. Sam Sévérin, si chaque fois qu'on nommait un ministre, on prenait la peine de faire l'audit de son prédécesseur, je peux vous assurer que beaucoup de choses allaient changer. Mais on peut le faire seulement s'il y a conseil des ministres. C'est ça, je dis que beaucoup de choses allaient changer. Avant lui, il y a eu Ambassala. Qu'est-ce qu'Ambassala a fait? Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé combien dans les caisses?
Pour faire quoi? À quel moment donné? À court, moyen et long terme. On devrait réajuster à hauteur de combien? Chaque personne qui arrivait vient avec son Et programme. avant, Ambassadeur qui était là avant. Mais c'est un gars avant. Mais c'est un gars, voilà. Et c'est un gars qu'on a énormément accusé. Il était Donc j'estime que tant qu'on ne le fera pas, on a Robert Kelly qui allait construire au niveau de l'aéroport de Garoua. Il a fait de 3 milliards à hauteur de 3 milliards. Aujourd'hui, quand il pleut, vous croyez que vous êtes sur les chutes de la Benoué. Non, Sam, concrètement, en réalité, sous Ambassala, Patrice Ambassala, il était question pour réhabiliter ces 370 de trouver 150 milliards de francs. Mais sauf que l'argent était là. L'Union européenne était prête à financer. Mais l'Union européenne a dit, je ne vois rien progresser dans l'autoroute Douala-Yaoundé. Là-bas, même Banque africaine de développement veut venir en appui. Donc, l'argent est là. Mais il faut donc trouver les 150 milliards. Voilà, qu'est-ce qu'on fait donc aujourd'hui? Tendance à suggérer qu'il y ait... Enfin, elle a fait sa proposition, que les voitures s'arrêtent. Bon, mais s'il faut donc réhabiliter les 360 qui restent, comment faire si on trouve les 150 milliards? Moi, j'ai une solution. On peut oublier la CAN 2019. On se dit, voilà, tous les milliards que ça va engloutir. Puisqu'on ne peut pas accueillir des étrangers dans un tel environnement, on oublie, on prend tous ces milliards-là pour refaire les routes. Je partage votre point de vue, Sam, parce que pour le moment, on peut casser, je partage ça, on casse les 370, on met même les conteneurs. Bon, on commence à passer en attendant de trouver l'argent et que l'argent récolté effectivement pour la construction des stades et tout ça, on injecte ça véritablement pour les trucs. Parce qu'en fait, la FIFA et la CAF ont dit que les officiels et les équipes vont voyager par avion. Et les autres vont voyager par car et par train. Le train ne peut pas circuler. Et les voitures ne peuvent pas circuler. Donc eux-mêmes, ils sont en droit de nous retirer l'organisation de la CAN. Finalement, vous avez vu les images quand même de ces populations. Les qui ont pris les bus et leurs voitures hier. Jusqu'à ce matin, c'est compliqué. L'image de mon pays, ça, tu veux qu'ils disent quoi? À mon âge, si j'ai là les rides partout. Tu connais mon âge, non? 28 ans. 28 ans. Parce qu'il dit que 28 ans, les filles... Ça veut dire que tu peux faire aider à Pouma à pied, même si la route est calme. Donc, vous allez vous adapter. On s'adapte dans la vie. Donc, commencez même à marcher à pied. Si vous marchez à pied, vous arrivez là, vous pouvez marcher jusqu'à Douala, pourquoi pas? À l'époque de nos parents, dans les villages, il n'y avait pas de route. Et on marchait, donc vous allez revenir à l'Antiquité. Avec les charges sur la tête. Oui, vous allez revenir à l'Antiquité. Ok, on va passer au deuxième sujet. Dernière chose, Charlemagne, vous avez... Oui, je voulais dire quelque chose. C'est une proposition. La proposition serait certainement de ne pas faire celle-là, mais ça me servira, de commencer par ravitailler, percer tous les différents axes. Ce n'est pas que Douala Yaoundé qui va être prioritaire. On a le complexe industriel portuaire de Kribi dont on parlait tout à l'heure. Vous parlez des routes de Yaoundé et Kribi qui n'est pas ouvert. Voilà. Vous parlez, il faut... Non, le FMI a dit qu'il ne faut pas embrasser tous les projets gouvernement. Donc il faut se concentrer. Ça veut dire que si on prend cet argent, ça me servira, ça suppose qu'on laisse d'abord dormir le projet du complexe industriel portuaire. Ça veut dire que tout ça... Au moins, s'il y a notre triangle national, Douala Yaoundé, Bafoussam. Non, il faut refaire véritablement tous ces axes. Il faut refaire complètement ces axes. Ça ne va plus à rien. Mais où viendra l'argent? Voilà. Abandonnons La deuxième information. La deuxième information, donc une femme trouve la mort lors d'une prière de délivrance dans une église de réveil à Douala au quartier Song-Mahop, dans l'arrondissement de Douala, 3e région du littoral. Henriette Fania, 53 ans, a trouvé la mort lors de cette séance de délivrance. C'était samedi 16 septembre dernier. Le pasteur de cette église, Fonta Hugues Bertrand, qui exercerait dans la clandestinité, est gardé à vue au commissariat du 8e arrondissement. Il aurait usé pendant cette séance de délivrance de produits jugés de provenance et qualité douteuse. Et selon les proches de la défunte, elle était en parfait état de santé avant sa mort du fait de cette délivrance. Alors, il y a un auditeur ce matin à la radio qui appelait de Logbaba parlant de la question de l'affaissement des routes. Pour fustiger la partie des Camerounais, lui, il souhaitait, Pierre de Logbaba, que tout soit totalement arrêté. Et comme cela, les Camerounais prendront peut-être conscience de ce qu'il faut bouger un tout petit peu. Pour le cas des églises réveillées, ce serait bon, je voudrais lui emboîter le pas pour dire il va falloir que les gens commencent à décéder comme ça au cours de cette séance dite de délivrance. À ce moment-là, on aura peut-être une autre façon de voir les choses. Oui, ça me servira qu'on ne s'arrête pas à arrêter le pasteur, qu'on arrête tous les membres de cette famille. Il faut qu'on arrête le mari,
On arrête les frères, Les enfants. les enfants, on les garde. Sam Sévérin. Pourquoi je le dis? Je le dis pour la simple raison, Sam Sévérin, qu'à longueur de journée, nous décrions un ensemble de faits qui sont posés dans ces églises. Ces rapports. Ou alors, il faudrait, Sam Sévérin, qu'on mette quelqu'un, ce lion, je ne sais pas moi, c'est passé dans une fosse au lion, comme ceux de Daniel, qui réussissent à sortir pour qu'on croit. Je ne comprends pas, Sam Sévérin, qu'on a parlé au ministère, au MINAT, qu'on se plaint auprès du MINAT, on se plaint auprès du chef de l'État, mais rien n'est fait. Alors, qui doit les arrêter? C'est justement les préfets, sous-préfets qui autorisent. C'est justement ça. Il faut donc envoyer les policiers les arrêter. Il faut les laisser. Cette femme avec un mal. Cette femme avec un mal. Un mal certainement difficile à conjurer. Comme dans ces églises, on décide de soigner même les veins intestinaux. Vous avez les veins intestinaux, vous les laissez, n'allez pas aller. Venez vous faire soigner, on est un pasteur, il vous impose les veins sortent, Sam Sévérin. Posez-vous quand même cette question. Quel est le cahier de charge qu'il présente? Est-ce qu'il respecte ce cahier de charge? Où sont passées toutes ces équipes du MINAT? Tous ces hypertrophies gouvernementales qui est là aujourd'hui, où sont-ils pour pouvoir organiser des descentes dans ces églises et se rassurer de la délivrance? Je suis sûr, nous avons 100 et 280 églises qu'on répertorie dans la ville de Douala. Sam Sévérin, on a le centre des handicapés. On a ici là à la Libamba, les lépreux. Que font-ils dans les églises? Sortons-les, allons les jeter dans ces endroits, guérissez ces malades. L'hôpital La Quintini est plein de malades. Des gens qui souffrent du cancer, des gens qui souffrent du... Allons les jeter là-bas. Priez, on les met dans chaque pavillon avec les malades. On veut voir les malades guéris. Bon, en tendance, la dame qui est décédée n'était même pas malade, c'est ce que Megui disait. Oui, ce qui m'énerve, c'est que quoi ça? N'est-ce pas, j'avais dit ici qu'on nous ferme les églises réveillées là. Je sais qu'elle veut parler, vous allez m'insulter, mais ce qui va nuire à votre santé, je vais tout vous dire. Parce que je suis là pour vous. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui loue une chambre, après il transforme en église, et il y a tous les fidèles. Demain, tu vois quelqu'un qui loue 2 chambres, après il transforme en église, il y a tous les fidèles. Les gens qui tombent dans le truc, c'est tous les femmes. Parfois, tu es à la maison avec ton mari, comme ça, vous avez les problèmes, tu dis que ta copine te dit, allons voir mon pasteur. Et ça part toujours de bouche à oreille parce que le vrai marabout ne met pas la plaque. Quand ta copine vient dire que non, mon mari avait prié, mon pasteur avait prié, mon mari a commencé à rentrer tôt. Tu peux maintenant, tu dis à l'une de tes copines que le mari de Cathy rentre maintenant tôt parce que. Et c'est comme ça que ça commence. Parfois, même une femme par l'église, mais si on est un peu au courant, apprenons à se dire la vérité. Une femme veut se marier aujourd'hui, on dit, voilà, alors à l'église, voir le pasteur. C'est le pasteur qui te dit qu'il soigne le sida. Je te dis, mais on te dit que non, j'étais allé chez mon pasteur avec le sida. Il a posé la main sur moi, le sida est fini. Non! Une femme est malade, elle dit qu'elle se soigne, elle part à l'hôpital, mais son pasteur. Voilà. Une femme a les problèmes avec son mari, elle part à l'église. Même moi, les églises réveillées. Rapidement, en 30 secondes, Bombok, quelle leçon on peut tirer de ce drame? Non, c'est triste. Hein. Moi, je risque d'avoir une vision apocalyptique comme vous. Hein. Comme disait cet auditeur, il faut que les 360 bus s'effondrent au même moment pour qu'on se rende compte que, effectivement, que les Camerounais se rendent compte à un moment donné que c'est le mort de troupes pour qu'on quitte ces églises-là. On revient au moins avec les églises traditionnelles et l'hôpital. Voilà, alors Megui, est-ce qu'on a pu identifier l'église en question? On peut avoir le nom du pasteur de l'église, du quartier? Le quartier, là, Tisson-Maroc, c'est à côté du lieu où on dit Carrefour Nelson Mandela. Pasteur Fouta Hugues Bertrand. Voilà. C'est à côté de Newton aéroport. Newton aéroport, c'est quelque part là-bas, je connais l'endroit. C'est quand même terrible hein, que jusqu'à présent, malgré toutes les alertes qui sont faites ça et là, que les gens arrivent toujours à aller dans ces églises. C'est à croire qu'il y a une potion magique ou alors un parfum qu'on fait. L'évangéliste Hugues, voilà. Il est même évangéliste, il n'est même pas la pasteur. Il paraît que c'était lors de ce qu'ils appellent une croisade. Une croisade, voilà. Donc, le prophète Mbaka. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire, c'est un fidèle justement d'une de ces églises de réveil là. Il y a une église très populaire dans la ville de Douala au niveau de... qui m'a dit, écoute, on a perdu beaucoup de nos fidèles parce que il paraît que le pasteur de cette église là a répudié sa femme. Parce qu'elle n'accouche pas. Je connais l'histoire, mais... Car elle n'accouche pas. Et donc les fidèles se sont plaints, ils se sont dit, mais... C'est toi qui nous demandes de pardonner. C'est toi qui nous dis que tu soignes la stérilité. Et tu n'as pas pu faire ce miracle pour ta femme. Comment ça se fait? Voilà, c'est une belle moralité à tirer. On va sortir avec la 3e nouvelle.
Voilà, donc la troisième nouvelle concerne la crise anglophone. Et il y a donc les avocats qui sont accusés de trahison par les activistes. Sur la toile, les partisans projettent tout faire pour stopper la réunion programmée pour examiner les voies de sortie de crise faites par les avocats. Le 23 septembre prochain, la ville de Montfait va donc abriter, sauf changement, une réunion dont l'ordre du jour devrait porter sur la reprise ou pas du travail par les avocats anglophones dans les tribunaux dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sous anonymat, certains avocats pensent qu'il est temps d'évaluer ce que le gouvernement a fait, notamment concernant déjà la libération des prisonniers anglophones. Alors, Mbambo, qu'il faut s'en inquiéter, puisque ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui crise anglophone, on se rappelle, avait bel et bien commencé par une action des avocats qui voulaient se réunir à Douala pour préconiser qu'on puisse traduire les textes organiques de leur système au niveau de l'OADA. Aujourd'hui, ils disent vouloir se réunir à nouveau pour faire le point et évaluer. Et quand on voit même l'image qui a été présentée tout à l'heure, on peut voir qu'ils sont assez soudés lorsqu'ils choisissent de se mettre ensemble. Oui, ils sont très soudés même, hein, parce que jusqu'aujourd'hui, aucun d'eux n'est allé plaider depuis pratiquement novembre 2016 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont d'ailleurs, ils l'ont dit au président de l'Assemblée générale, qui est un anglophone, Nico Hele, et le bâtonnier de l'ordre. Ils l'ont dit et resteront fermes. Sauf qu'effectivement, la décision qu'ils voudraient prendre ici risque, en réalité, n'est pas, comment je vais dire ça, apporter l'apaisement qu'on souhaite. Il risque de ne pas apporter l'apaisement qu'on souhaite, précisément du fait qu'eux aussi, ils sont menacés maintenant. Ils sont menacés maintenant. Est-ce que le gouvernement va engager le dialogue avec eux? D'abord, premièrement, est-ce que le gouvernement va les protéger pour que les poseurs de bombes qui commencent à venir là et disent maintenant que non, on a dissous le consortium, mais on continue, parce qu'au moins les leaders se sont proposés, se sont montrés, on va continuer de dialoguer avec eux. Ou alors, on les laisse, on se dit, bon, voilà les anglophones qui se débrouillent là-bas eux-mêmes, et là, ça risque d'amener des situations terribles, surtout le 1er octobre arrive. Voilà, alors Charles Abel, on termine avec vous, avec tendance aussi. On a le sentiment que le barreau est divisé. Que fait l'ordre des avocats? Je veux dire aujourd'hui, monsieur Jackson Francis Diekamba qui en est le barreau, est-ce qu'il se montre vraiment préoccupé par le sort des avocats anglophones? Alors, Sam Sévérin, vous êtes en train de nous donner une information. L'information suivant laquelle, depuis que cette crise, depuis qu'on a essayé de réévaluer l'ensemble de leurs doléances, ils n'ont pas repris ils n'ont pas reporté leur toge. C'est quand même une information aberrante, parce que je crois que des efforts ont été consentis dans leur domaine. Ils ont voulu qu'on traduise les textes, ce qui a été fait. Ils ont voulu qu'on essaie de réharmoniser, ce qui a été fait. Je pense qu'à leur niveau, par rapport aux enseignants, ils ont été plus avantagés que les enseignants. Donc je m'attendais à ce qu'ils regardent les tribunaux, qu'ils regardent les pays, qu'ils engagent leur plaidoirie, mais chose qui n'a pas été faite. Aujourd'hui, ils vont à Montfait. Pourquoi ils s'éloignent? Qu'ils organisent dans la ville là où ils ont commencé, ce sera une preuve véritablement. Pendant ce temps, ceux qui ont des problèmes font comment? Ça, il faut se poser la question. Ceux qui sont dans le tribunal, moi, je vous ai posé la question, que fait l'ordre des avocats? Le bâtonnier ne peut plus prendre de position. Il a pris, je vous coupe à la main, c'est une information, il avait donné l'ordre de reprendre les tribunaux le 2 mai. Ils ont dit niet. Ils n'ont plus jamais repris les tribunaux. Très bien. Donc, radicalisme du côté des avocats anglophones. Depuis le déclenchement de cette affaire, est-ce que vous avez vu véritablement le bâtonnier prendre position par rapport à cette affaire? Est-ce que vous l'avez vu véritablement monter au créneau comme un bâtonnier devrait le faire? Non, du tout. Que non, Sam Sévérin. Est-ce que quelque part, il n'aurait pas quelques dossiers qui entacheraient le fait pour lui de pouvoir se positionner ou de prendre position? Il faut se poser toutes les questions, parce que Sam Sévérin, un bâtonnier, c'est justement celui-là qui sait être au devant. Une dernière question, donc peut-être pour tendance, entre les avocats anglophones et ceux qui sont francophones, est-ce qu'il n'y a pas quand même une division aujourd'hui? Ils sont en train de se diviser. Vous-même, vous le voyez, parce que moi, c'est à moi de te dire ça. Ils sont en train de se diviser. Parce que si les gens là s'entendaient, ceux qui ont arrangé même leurs problèmes depuis. Vous partez à Montfait faire la réunion. Qui vous a envoyé à Montfait? Ok.
partez faire la réunion, je prie que ça se passe dans les bonnes conditions. Ce que je veux, c'est que la paix revienne de ce côté. Ce qui me tend les nerfs, c'est les détenus qui sont dans les prisons, qui ont leur dossier chez vous, qu'on doit trancher. Tout ça, vous divisez tout, vous mélangez tout. Je suis dépassé, Sam. Qu'est-ce qui peut arriver autour de cette rencontre de Manfred? Bon, moi, pour ce que je peux dire par rapport au progrès de mon pays, premièrement, j'aimerais que le gouvernement essaie d'envoyer à la retraite ceux qui doivent aller à la retraite. Pourquoi? Parce que les vieux qui sont là présentement ne travaillent plus. Ils sont assis, ils se sont appropriés les postes et ils ne sont plus rentables. Ce qui fait que maintenant, le pays ne peut plus produire à ce niveau-là, oui, le pays ne peut plus produire. Et j'aimerais également qu'on essaye de voir, de pratiquer une politique de protectionnisme. C'est-à-dire que ce qu'on produit, il faut déjà que les Camerounais essayent de consommer. Qu'on ne pense pas toujours produire et envoyer à l'extérieur. C'est ce qui reste finalement en fin. Et ce qui fait qu'à l'intérieur, on a une inflation vraiment qui ne permet pas déjà aux Camerounais premièrement, répondre à ses besoins. Donc il y a ça, il y a aussi le problème de la monnaie. La monnaie que nous utilisons maintenant est un problème pour le Cameroun. Le CFA vraiment nous met entre guillemets en prison. On ne parvient pas vraiment à nous exprimer. Je pense qu'il est temps que le Cameroun et les pays de la sous-région essayent de réagir par rapport à ça. Essayent de presser une monnaie pour que nous soyons autonomes. Parce qu'avec ça, l'Occident, la France, l'Angleterre et tous les autres partenaires nous maintiennent entre guillemets emprisonnés. On n'est pas libre de nos mouvements. La preuve, c'est que le CFA, qui est la monnaie africaine, disons notre CFA au niveau de l'Afrique centrale, est pressé en France, ce qui n'est pas normal. Donc les Français connaissent et ils maîtrisent notre masse monétaire. Ils font de ça ce qu'ils veulent. C'est pas normal. Donc voilà, déjà, à ces 3 points-là, si on essaye de voir, on essaye de pratiquer le protectionnisme, on essaye de voir en matière de monnaie, on essaye de changer ceux qui sont en poste et donner la possibilité aux jeunes de venir prouver qu'ils ont fréquenté, qu'ils ont la capacité de faire développer le pays. Voilà pour ma participation. Voilà vos réactions, Megui, rapidement. Mais voilà, il parle de protectionnisme, il encourage l'État camerounais à consommer, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on essaye de valoriser ce que nous avons au lieu de toujours produire et puis envoyer à l'extérieur. Je pense qu'il a raison, il est temps que les Camerounais puissent bénéficier des fruits de leur pays. Sur la question de la monnaie qui a été évoquée aussi. Non, mais là, il a également raison. Parce que là, je pense que le ministère des Finances a fait un communiqué lorsqu'il s'est réuni en disant que nos avoirs extérieurs ont chuté. C'est passé de 2032 milliards en 2010 à 1600 milliards maintenant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nos réserves qui sont dans le trésor français, c'est les Français qui nous disent combien ils utilisent. Et on est en train de les regarder et tout, mais on ne peut pas avoir de souveraineté monétaire sans, même ce qui est exporté là, ça ne nous appartient pas. La banane qu'on exporte ne nous appartient pas, c'est à une société américaine, Del Monte. Tout ce qu'on importe ne nous appartient pas. Même les zones francs, on a fait des zones francs ici, ça ne nous appartient pas. Donc même quand on dit ce qu'on importe ne rentre pas dans l'assiette de notre assiette fiscale, ça n'entre pas, ça ne nous apporte rien puisqu'on a liquider ces entreprises longtemps avant. Aujourd'hui, tu arrives au marché, tu vas acheter le piment. Tu trouves le piment pourri. Le piment qui est même bien, c'est les petits piments. Quand tu veux parler, on te dit que non, on a envoyé les autres au Gabon. Là-bas, chez vous au Gabon, vous ne cultivez pas. On a envoyé au Tchad, on a envoyé. D'abord même, je vais mettre fin à ça. Tu arrives au marché, Sam, tu vas acheter peut-être là-bas, on te dit que non, la banane, même les assos nous disent au marché que maman, ici là, ce qu'on nous livre, on trie d'abord ce qui est bien. On envoie aux gens pour qu'ils mangent ce qui est bien. Nous, on mange les bourratifs. Alors que ça sort dans notre pays. Je vais mettre fin à tout. Oui. Ok, Charles, merci. Sam Sévérin, je pense qu'il a dit quelque chose de fondamental. On consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas. Lorsque vous vous baladez dans la ville de Douala, une ville comme celle de Douala, ou Yaoundé, ou Bafoussam, vous allez vous rendre compte que ce qu'on appelle les cafétérias ne sont pas tenus par des Camerounais, mais c'est tenu par des Nigérians. Des gens qui viennent du Nigeria, c'est tenu par des gens qui viennent du Niger, du Mali. c'est tenu par des gens qui viennent du Mali.
Comment se fait-il que ces gens, on ne se rend pas compte de l'argent que ces gens sont en train de prendre? Mais c'est une masse financière importante, une masse financière, mobilité importante qu'ils sont en train de brasser. Ils ne brassent pas pour réinjecter dans le circuit camerounais, mais c'est pour rentrer chez eux avec Sam Sévérin. On les néglige, on regarde plutôt les Chinois. Nous laissons ce côté. Vous regardez aujourd'hui des jeunes Camerounais qui se battent à mettre sur pied un ensemble de produits qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Lorsque vous entrez, je suis rentré hier dans une surface, grande était ma surprise de voir le cacao, la poudre de cacao, donc le lait de cacao qu'on utilise pour consommer. Lorsque je regarde le prix, je vois 6500 francs. Alors vous voyez, 6500 francs produits made in Cameroun. À côté de cela, vous vous rendez compte qu'on vend une boîte de lait ou alors un lait en poudre venu de l'autre côté à 2200. Vous serez porté à faire quoi? Acheter ce qui vient de l'autre côté. Pourquoi il se retrouve à 6000? Tout simplement parce que le gouvernement n'accompagne pas. Donc je pense que le gouvernement, s'il décidait d'accompagner les producteurs locaux, ça allait baisser les coûts et ça allait permettre à tout le monde de pouvoir s'inscrire dans cette logique parce que tout le monde connaît les vertus du beurre de cacao. Chacun voudrait déguster et les bienfaits sur la santé. Donc je pense qu'à ce niveau, il a raison. Quitte à ce que nos gouvernants s'interrogent aussi sur leur fonctionnement et sur les possibilités qu'ils devraient mettre en place pour accompagner nos producteurs locaux, Sam Sévérin. Voilà, merci beaucoup. On a fait le tour, donc on prend la suite avec notre partenaire Shopping. Donc on parle d'Africam Shopping International. Shopping complexe, la beauté africaine. Obtenez votre forme de rêve sans souffrance avec le SR Hot Shapers qui affine et amincit votre silhouette, augmente la température du corps pour transpirer plus, pour être porté n'importe où, que ce soit pendant votre sport ou pendant vos activités quotidiennes. Maximise la perte de poids au niveau du ventre et des cuisses et améliore votre bien-être. SR Hot Shapers, obtenez votre forme de rêve sans beaucoup d'efforts et sans souffrance. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, merci. On va prendre plus d'informations sur African Shopping avec Simone Coco. Bonjour. Bonjour Sam Sévérin Ango, bonjour à toute la charmante équipe du Critique 10-12 Zénith. Bonjour voilà à tous les fidèles de ce programme. Comme toujours ce matin, African Shopping Complex International et Home of Wellbeing vous ouvrez grandement ses portes. Vous y trouverez des produits relevant de l'esthétique générale, dégraissage, massage, harmonie du couple. Un prêt-à-porter purement fourni aux vives couleurs africaines. Ce matin, nous allons parler santé au quotidien. Nous sommes en contact avec des appareils, principalement le téléphone, autres appareils tels que les ordinateurs, réfrigérateurs, micro-ondes. Ces appareils émettent des ondes magnétiques très dangereuses pour notre santé. Alors, comment les éviter? La réponse, on vous l'apporte ce matin avec notre nouvelle carte anti-radiation, très sophistiquée, discrète et légère, qui va protéger votre corps de ces ondes magnétiques, va faciliter le sommeil, luttera contre les troubles cardiaques, va également prévenir le cancer du cerveau, c'est-à-dire qu'avec cette carte magnétique, pas de cancer au niveau du cerveau. C'est tout simplement votre sécurité qui est assurée. En plus de cela, elle permettra d'allonger la durée de vie de votre batterie. On passe maintenant à l'entretien du corps qui commence du plus petit des cheveux au plus petit des orteils. Sur ce plateau, nous avons le hair nurturing qui met à terre tous vos problèmes de cheveux, que ce soit les vieux, calvitie, chute, cheveux mal entretenus et hyper fragiles. Le hair nurturing fait pousser le cheveu et le nourrit en profondeur, l'hydrate et le rend plus résistant, lui redonne sa belle forme et de superbes pointes. Désormais, redonnons vie à vos cheveux avec ce magnifique produit utilisable par les hommes. On a parlé de calvitie et par les femmes, on a parlé de chute et de vieux. En passant à l'entretien général du corps, vous avez sur ce plateau la magnifique gamme SR Carambola Spa qui permet d'entretenir votre corps tout entier. Alors vous avez premièrement le gel de douche, le Couspa Salt, qui permet de gommer la peau en l'éliminant de toutes les peaux mortes, la rajeunir, la raviver et ouvrir grandement les pores. Il est fait à base de sel de mer, de collagène et de miel. Ensuite, vous avez le savon qui va continuer le travail et permettra d'éliminer les mauvaises odeurs, les impuretés et toutes les imperfections. Il est fait à base de miel et de fines herbes
carambolés. Nous avons également les savons intimes, hommes et femmes. Commençons donc par les femmes. Vous avez le Femtag et le Virginity Soap qui permet de maintenir la partie intime féminine propre. Plus de pertes blanches, plus de mauvaises odeurs, surtout en période des menstrues. En plus de cela, ils permettent également de resserrer les muscles intimes de la femme. Voilà, pour les hommes, c'est la même chose, sauf que voilà, en plus de maintenir la partie masculine propre, il permet de redonner les formes aux hommes. Les hommes qui aimeraient se sentir beaucoup plus hommes, parlant bien sûr d'appareil génital masculin, ce savon permettra de vous redonner les formes. On a dans la crème spa qui permet d'achever le travail, qui rajeunit votre peau, qui l'hydrate, qui la nourrit, qui l'uniformise. En plus de cela, pour ces personnes qui ont eu à utiliser des huiles fortes, des produits chimiques, et la peau est venue voilà, à se déshydrater, à se dégrader, cette huile permet tout simplement de revenir à l'éclat naturel de votre peau. Alors on termine avec le SR Hot Shaper, qui est un produit de dégraissage, qui permet tout simplement d'aplatir le ventre. Vous avez les bidons de 20 litres qui débordent de vos chemises, des dos dans des appartements qui débordent de vos robes si sexy, achetées si chères. Dorénavant, grâce au SR Hot Shaper, vous avez cette possibilité d'aplatir votre ventre et d'avoir tout simplement une bonne silhouette. C'est une gaine utilisable par les hommes autant par les femmes. Alors tous ces produits, où est-ce que vous les retrouvez? Bien sûr dans les différents points de vente d'Africam Shopping Complex International à Cotonou. Nous sommes à Lomé, au Togo, Immeuble City Motors, à Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'Amitié. Au Cameroun, nous sommes à BP City, Douala, derrière la Total, face Paroisse Christ-Roi. À Yaoundé, face Garantie Voyage Sam. Les contacts, c'est 77 42 11 00, c'est 56 03 00 44. Rendez-vous donc à African Shopping Complex International, des Home of Wellbeing, j'ai envie de dire. Merci. African Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, merci beaucoup. On va enchaîner avec le deuxième partenaire de cette matinée qui arrive du magasin Grand Bazar. D'abord, petite présentation en images, en version spot publicitaire de ce qu'ils savent faire. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA! Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité! Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, merci beaucoup d'être là, responsable de la communication de Grand Bazar. Bonjour. Merci, bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12. Bonjour. Également aux millions de spectateurs. Ce matin, à Grand Bazar, c'est que nous avons enregistré hier le tout premier gagnant du tricycle à travers notre grand jeu Tombola. Alors, le client nous est venu de la ville de Kribi, il a acheté son tricycle et il a évidemment, on a procédé à la tombola. Il a tiré le ticket d'or comme nous l'appelons là-bas, et qui dit
félicitations monsieur, vous avez gagné un tricycle bazar. Alors, la fête s'est allongée tard dans la nuit au feu rouge Bessenguer. C'était magique. Les clients venaient s'acquérir de la vérité. Les gens pensaient que c'était du bluff. Mais depuis hier, les gens sont venus voir. Ce client est venu acheter un tricycle. Il est reparti avec un deuxième tricycle. Alors, je m'en vais ici dire aux entreprises. Je m'en vais ici dire à tous ceux qui aspirent à acheter le tricycle et qui ne savent comment faire. Voilà comment on fait pour acheter un tricycle. Vous passez d'abord par une étude du marché. L'étude du marché consiste à se renseigner auprès des utilisateurs des tricycles, les anciens, ceux qui utilisent vraiment des tricycles. Vous vous renseignez. Quelle est la marque du tricycle que vous me conseillez d'acheter? Au Grand Bazar, vous n'allez pas chez Grand Bazar, vous allez ailleurs, chez les utilisateurs. Ce qui est sûr, la réponse, c'est tricycle bazar. Allez chez Grand Bazar. Et quand vous allez revenir chez Grand Bazar maintenant, vous posez la question à savoir, est-ce qu'il y a un service après-vente? Est-ce que quand je vais acheter ce tricycle, quand ça va tomber en panne, est-ce que vous allez vous en occuper? Vous allez même toucher du doigt le service après-vente. Vous cherchez à aller là-bas voir comment ça se passe. Y étant, vous allez trouver d'autres clients qui vont vous dire, est-ce que Grand Bazar dit est vrai? Vous posez la question, on va vous répondre. Monsieur, ici, c'est la réalité. Grand Bazar offre des services après-vente gratuits. Et après, maintenant, vous posez la question. Quand ça va tomber en panne, est-ce que j'ai les pièces de rechange? On va vous dire, vous allez voir les pièces. On va présenter le comptoir des pièces détachées. Grand Bazar est le seul importateur en Afrique centrale qui importe les tricycles ensemble avec les pièces de rechange. Ça ne sert à rien d'acheter un tricycle quand vous n'allez pas avoir les pièces de rechange. Ça ne sert à rien. C'est comme si vous avez acheté une roue qui ne peut pas pomper, on ne peut pas pomper de l'air à l'intérieur. Ça vous servira à rien. Vous allez garer ce tricycle pour longtemps. Et ça sera comme si vous avez perdu votre argent. Alors, les pièces de rechange sont disponibles à Grand Bazar, dans tout le réseau, 52 agences. Nous sommes présents partout. Ne vous trompez pas, Grand Bazar, c'est la seule entreprise capable de vous fournir des tricycles de qualité, des tricycles robustes tels que vous avez vu, des tricycles avec les bennes automatiques, c'est Grand Bazar. Et les pièces sont disponibles. Même les bennes, nous avons en pièces détachées. Alors, courez dans les magasins Grand Bazar parce que dès cet instant, ça nous reste 4 tricycles dans la tombola. On en avait mis 5 en jeu. Hier, un tricycle est parti. Ça nous manque 4 tricycles. Courez vite, les chefs d'entreprise qui ne nous font pas confiance. Visitez notre service après-vente. Visitez notre rayon pièces détachées et vous serez convaincus. Aucune entreprise en dehors de Grand Bazar ne vend avec des pièces de rechange. Alors, la puissance sur 3 roues, c'est Grand Bazar et ici et nulle part ailleurs. Et quand vous avez un tricycle bazar, vous arrivez chez nous au service après-vente, la pièce qui coûte 1000 francs, on vous vend à 500 francs. On divise le prix en 2. Complètement en 2. Alors, si vous n'avez pas un tricycle bazar, vous arrivez là, vous allez acheter non seulement la pièce chère, et vous ne bénéficierez pas du service après-vente. Contrairement à celui qui a le tricycle bazar, il est pris en charge toute la vie du tricycle, toute la vie de votre tricycle. Alors, courez chez Grand Bazar, la seule unique entreprise capable de vous satisfaire, capable de vous fournir les pièces de rechange, capable de vous donner les tricycles du temps moderne, les tricycles de la dernière minute. Merci beaucoup, Monsieur Tambo. Vous êtes en charge de la communication dans les magasins Grand Bazar qui commercialisent donc dans la sous-région Afrique centrale. C'est juste un rappel, les tricycles et motos Lifan et Enfant, voilà, des prix imbattables avec toutes ces conditionnalités qui sont connexes à votre activité, service après-vente de façon tout à fait permanente et la disponibilité des pièces de rechange. Et vous êtes représenté dans la plupart des régions du Cameroun. Et à Douala, ici, c'est, on le rappelle, tendance feu rouge. Quand ça arrive au feu rouge, tu piques, comme si tu partais à balayer 3 boutiques. Tu vois une fois l'immeuble Grand Bazar de ce côté, avant où il y a l'église. Donc, pour les connaisseurs, si vous ne connaissez pas, faites-moi signe. Je vais vous montrer. Merci beaucoup. C'était Grand Bazar.
Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, voilà Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Merci beaucoup. On va prendre les derniers messages avant la clôture de ce programme. Ok Sam, donc on a ce message d'un anonyme qui nous dit c'est très décevant pour notre pays. Nous avons une seule route nationale et nous avons un petit pays. Nous avons un pays moins petit et moins petit et plus peuplé que la Guinée équatoriale. Pour arriver à Bata, la capitale économique, partant de Mongomo, il y a 3 autoroutes par Ebébéine. Pareil. Il y a 3 autoroutes par Ebébéine, c'est pareil, pardon. Quelle honte pour notre gouvernement. Ce gouvernement devrait démissionner. Bonjour, la corruption est l'unique problème au Cameroun. Il faut que l'on applique la loi tout simplement. En réalité, l'accent est mis et renforcé chaque année sur l'éducation dans les pays étrangers. Mais dans notre pays, c'est la désolation. Et si même ces conseillers tiennent, c'est juste pour faire affaire avec les auteurs qui donnent le plus de sous. On s'en fout du contenu de ces ouvrages. Alors, par rapport à la colère de Charles Armel, je pense que c'est toute une mafia que le gouvernement pratique pour se faire de l'argent. Sinon, comment expliquer cette multitude de livres au programme qui varient d'un établissement à un autre? L'État a les moyens pour pallier à ce problème, mais il fait un peu de paresse. Voilà, mais là-dessus, est-ce que ça profite à l'État? Parce qu'il interpelle le gouvernement, cette politique, cette mafia du livre. Ça profite aux fonctionnaires qui représentent le gouvernement dans ces commissions-là. Okay. Je vous aurais demandé de poser la question au professeur Jean Tabimanga. Lui, il allait vous donner, puis c'est lui le président du Conseil national d'agrément et tout ça, Sam Séverin, pour la simple raison que chaque année, on ne comprend pas que les livres. Quelles sont les évaluations? De 1980 à 90, on avait un taux de réussite assez élevé. Les gens qui étudiaient, les gens qui allaient à l'école. De 90 à 2000, on se retrouve à avoir une sorte de facilité. Chaque année, on change de livre. Chaque année, on enlève Rémi, on met Toto. On enlève Toto, on met Fatou. On enlève Fatou, on revient à Bensouda. On enlève Bensouda, ça tourne à Bintou. On ne sait plus où est-ce qu'on est en train d'aller. Hier, on parlait de 1 ananas égale 1 ananas. Demain, on enlève, ça va être 2 beignets égale 2 beignets. Rien ne change sur la forme. Quelle est l'évaluation concrète qu'ils font dans les livres? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, l'enfant qui rentrait à la maison pouvait prendre son cahier et passer à son petit frère parce qu'il avait pris la peine de tout mentionner à l'intérieur, tout écrit à l'intérieur. Il y avait à côté un cahier de cours, un cahier de brouillon, un cahier de pensée, comme on appelle les pensées bêtes, et il y avait un cahier de devoirs. Tout cela a été remis à ses petits frères. Aujourd'hui, on vous fait écrire dans un livre, vous ne comprenez même pas le sens. Parfois, l'enfant vous demande d'essayer de corriger, vous ne parvenez pas à corriger, tout simplement parce qu'on a enlevé tel X, on a remplacé par Y, on dit évaluation. Voilà. Au nom de la liberté de critiquer, en matière d'observation électorale, vous avez ces missions qui passent souvent le temps à accorder des quitus à tous les processus électoraux de l'Afrique. Aujourd'hui, ces missions-là arrivent très souvent en termes de conseils à donner également en matière de respect des principes démocratiques. Alors, pour le cas du Cameroun, 2018 pointe à l'horizon, nous avons encore un flou. On ne sait pas si les élections qui sont prévues en série vont pouvoir se tenir.
En attendant, il y a donc cette mission diplomatique des gens de la francophonie qui est arrivée au Cameroun depuis au moins 24 heures. Ils vont séjourner chez nous jusqu'à au moins le 22 septembre prochain. Une mission bien conduite par un diplomate chevronné, ancien Premier ministre de son pays. Il a été président même de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a occupé bien d'autres fonctions par le passé. Donc, a priori, il a le bon profil. Et quand on écoute ses premiers propos, on peut penser qu'effectivement, il vient faire du bon boulot avec tout ce qui l'accompagne. Monsieur Kadre Désiré Ouedraogo, nous voulons vous interpeller pour que vous ne soyez pas le personnage qui arrive pour donner un chèque en blanc aux autorités de la place, que vous avez commencé par saluer le président du Sénat, l'Assemblée nationale et tous les autres qui vous ont déroulé le tapis. Il fallait simplement voir toutes les génuflexions qui ont été observées lorsqu'il a fallu vous saluer. Tout simplement, il va falloir aller rencontrer tout le monde. Vous l'avez promis, mais ce ne sera pas forcément des rencontres de façade en direction des représentants de l'opposition, par exemple, et de la société civile. Parce que le processus électoral au Cameroun est de tout temps assez vicié de façon fondamentale et nous avons besoin d'avoir une année 2018 qui sera un vrai tournant pour qu'on ne fasse plus preuve de beaucoup de corruption et de manipulation en cette matière. Merci beaucoup. C'était le Zénith de ce jour. Restez sur Equinox Télévision.